Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 14e épisode du Bistrot d'Alain Le LOSC, saison 3, l'émission réalisée par les supporters du LOSC pour les supporters du LOSC, l'émission réalisée et produite par le site Alain Le LOSC et les Dogs du Net, qui est diffusé donc chaque semaine en direct sur la page Facebook du Bistrot et ensuite rediffusé en replay sur notre page YouTube. Au sommaire ce soir, pour cette dernière émission avant la trêve Coupe du Monde, nous reviendrons sur le dernier match avec un peu de retard, mais bon, des problèmes d'agenda nous ont obligés à décaler cette émission à jeudi soir. Donc nous reviendrons sur le match Lille-Angers, 3 points, et c'est tout, on verra. En tout cas, on analysera et on débriefera tous ensemble ce dernier match de cette première partie de saison. Et en deuxième partie, donc nous reviendrons, nous ferons un bilan de cette première partie et nous verrons finalement est-ce qu'on a fait un bon début de saison ou un début de saison moyen. Tout ça, vous le saurez en participant à cette émission et notamment sur les commentaires. Vous savez que cette émission, c'est un peu la vôtre. Vous pouvez participer au débat et réagir sur les commentaires de la page du bistrot d'Alain Le LOSC. Pour évoquer ces différents sujets, nous avons des piliers de bistrot qui sont présents, que vous connaissez bien. Alors, nous avons déjà Christophe et son et son drapeau du Canada qui est prêt pour la Coupe du Monde. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir à tous. Vous le reconnaissez également. Julien des Dogs de Paris qui est présent avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai pas le drapeau du Canada, mais j'ai la magnifique écharpe des Dogs du Vieux-Lille qui reprend toute l'histoire du LOSC, des premières victoires en coupe jusqu'au dernier titre. Elle est vraiment magnifique. Très, très belle écharpe des Dogs du Vieux-Lille. Et il n'a pas d'écharpe, il n'a pas de drapeau du Canada, mais il a une belle barbe. C'est Gildas qui est avec nous. Bonsoir Gildas. Bonsoir François et bonsoir à tous et à tous les auditeurs. Alors, on attend notre collègue italien qui devrait arriver incessamment sous peu, donc on l'accueillera avec plaisir. Et nous avons ce soir un invité, donc une nouvelle tête dans le bistrot d'Alain Le LOSC. Il s'agit de Damien, qui est président des Dogs Pompons. Bonsoir Damien. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue au bistrot d'Alain Le LOSC, on est ravis de t'accueillir. Alors, je vais commencer peut-être par une première question. Tu sais qu'on pose toujours une question qui est un peu à la con. Alors, elle est un peu particulière, mais euh, elle va un peu surprendre les piliers du bistrot par sa simplicité. Elle est en 2 étapes. Pourquoi les Dogs Pompons? C'est une très longue histoire, il va falloir 1 heure et demie pour que je la raconte. Vas-y. Non, mais pas, très clairement, c'était à l'époque du Stadium, le stade des courants d'air. On était une bande de copains abonnés, comme on peut tous l'être. Et puis, un soir d'hiver, un de ses copains est arrivé avec un gros bonnet, avec un gros pompon sur la tête. Et puis, c'était l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une section qui s'appelait les Doguières, avec les grosses perruques rouges sur la tête qui étaient en honneur. Et c'était un peu l'époque des sections qui ne se prenaient pas au sérieux. Et donc, le match suivant, on s'est dit, ben, pour se moquer un peu du copain, on va tous arriver avec le bonnet, avec le gros pompon. Et en fait, tout le monde s'est moqué de nous. Et on s'est dit, ben, si un jour on doit créer une section, on serait avec pompon. Et puis, de fil en aiguille, on a été comme ça. Et puis, ben, l'été arrivant, on a acheté les casquettes du LOSC. On a fait nos pompons, on les a brodés sur la casquette. Et puis, c'est resté comme ça. Et quand il a s'agi de créer officiellement la section, on s'est dit, ben, le nom est tout trouvé, il est obligé. Et puis, les pompons, maintenant, on est un peu connu, on est sur le parvis, les gens ils aiment bien nous voir et voilà. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour un message d'attention. Si vous avez l'habitude de venir au stade en bas et porte Jartel, réfléchissez beaucoup avant de choisir le nom de votre section. Faites attention à vous. Ce qui est rigolo, c'est que au niveau du club honneur, tous les ans, on a un cadeau. Et le cadeau cette année, c'est un bonnet avec un gros pompon. Avec un pompon, j'ai vu, ouais. Tu es sponsor, Damien, ou c'est un hasard? Non, c'était un pur hasard. J'aimerais bien pouvoir dire que c'est fait exprès, mais non, j'ai pas cette prétention-là. Bon. Alors, je vous propose, en attendant notre ami Lorenzo, avant de commencer, pardon, et d'entamer la première partie, j'avais 2 messages à partager. C'est un peu le carnet noir du bistrot d'Alain Le LOSC. Vous savez qu'on a eu il y a eu des événements un peu malheureux ces dernières semaines. Alors,
rapidement sur d'abord le décès de l'arbitre Johan Hamel, qui avait 42 ans, qui a eu un AVC et qu'on a vu récemment à Pierre-Mauroy. Notamment, il a arbitré le match Lille-Rennes. Donc, on a appris son décès cette semaine. Et on a appris également le décès la semaine dernière de Jean-Pierre Mortagne. Alors, Jean-Pierre Mortagne, qui était journaliste retraité à France Bleu, hein, qu'on connaissait bien, c'était la voix du football notamment et du cyclisme sur France Bleu. C'était l'acolyte de Christian Palka notamment. Donc, c'est un peu toute l'histoire du foot régional qui part et qui, après notamment le décès aussi cette année de Bernard Lernoux, hein, c'est toute une génération finalement qui s'en va. Donc, on voulait saluer leur mémoire. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire sur Jean-Pierre, si vous l'avez connu, ce que ça parle pour vous finalement. Damien, tu veux réagir? Bah, moi, je ne l'ai pas connu personnellement, j'ai pas eu cette chance. J'ai commencé à être sollicité par France Bleu à l'époque où c'était déjà plus Fréquence Nord par contre, j'ai connu l'ère Palka, mais non, je l'ai connu que via ses commentaires radio. Oui, ça fait partie des grands personnages du football, comme on pourrait dire sur TF1, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Voilà, c'est des personnages comme ça qui marquent notre histoire du foot et on est bercé avec ces personnages-là quand on grandit, avant de pouvoir aller au stade, avant de pouvoir avoir ce droit de se déplacer dans les stades. Et c'est vrai que voilà, c'est Jean-Pierre Mortagne, c'est la voix du foot et c'est une mémoire du foot qui s'en va. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, puis Mais on aimait sa mauvaise foi et sa Mm. façon de gueuler sur les arbitres, hein. Il s'en prenait beaucoup à l'arbitre, on l'aimait un peu pour ça aussi. En tout cas, c'est vraiment une vraie figure de la station et on va tous écouter dans la voiture les matchs de notre équipe préférée avec sa voix. Donc voilà, mais on le regrettera. Moi, j'aimais bien Jean-Pierre Mortagne. Il était multisport en plus, hein. Il faisait, je crois, les filles de Valenciennes, au basket. Tout à fait. C'était un passionné de cyclisme et tout. Et donc, voilà. Donc, on lui rend hommage et puis voilà. Voilà, ouais, c'est le premier qui a eu la très mauvaise idée de m'inviter dans son émission à la radio sur Fréquence Nord. Je raconte l'anecdote pour les auditeurs, vous la connaissez déjà parfaitement. Je reçois un coup de fil un dimanche matin et il me dit: bonjour François Stock, est-ce que vous êtes disponible lundi soir? On fait une émission, on aura Jean-Pierre Papin, puis une autre star du football qui sera présent et je serais ravi d'avoir un supporter du LOSC pour pouvoir échanger avec eux. Je dis: bah, oui, j'étais un peu surpris, hein, je n'avais pas du tout, je les avais déjà croisés à Grimont-Pré à l'époque aux entraînements, donc je les connaissais comme ça de réputation. Et j'accepte et j'arrive le soir. Bien évidemment, il n'y avait pas de Jean-Pierre Papin, il n'y avait rien du tout. Il y avait en fait Gaëlle Laurent, qu'on salue au passage, parce que des fois elle nous regarde. Alors Gaëlle, salut. Et donc j'ai fait ma première émission donc, à la radio ce jour-là. Et c'est d'ailleurs là aussi où j'ai rencontré pour la première fois Christian Palka. Et je vous invite à regarder le replay de l'émission qui lui était consacrée. Comme ça, vous aurez également l'anecdote de cette première rencontre avec Christian Palka et le premier fou rire qu'on a eu ce jour-là avec cet échange. Combien de temps il est resté sur France Bleu Nord? Peut-être 20 ans, moins 15-20 ans, je ne sais plus. Il a commencé à Fréquence Nord, je crois, dans les années 80. Il a pris sa retraite, il est resté au moins une vingtaine, voire une trentaine d'années. Hein, je sais pas de... J'aurais dit 30 ans, moi, ouais. Ouais, 80, il a pris sa retraite il y a, je dirais, il y a une petite dizaine d'années, 7-8 ans peut-être. Comme ça de mémoire, hein, j'ai pas de note. Il incarnait un football qui est aujourd'hui disparu, c'est le football des matchs en direct à la radio et qui était très utile pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer ou les personnes qui n'étaient pas abonnées au stade. Et moi, j'ai le souvenir d'échanges avec mon grand-père où il me racontait les matchs commentés par Jean-Pierre Mortagne. Moi, j'allais au stade et souvent, je me rendais compte que les matchs n'étaient pas exactement les mêmes. Et c'est rigolo parce que mon grand-père, qui était quand même souvent d'une mauvaise foi confondante, était sûr de lui. Et pour lui, Jean-Pierre ne pouvait pas mentir. Et c'est ça qui était rigolo de voir à quel point c'était des gens qui étaient écoutés d'abord par beaucoup de monde à l'époque, parce qu'il n'y avait pas forcément, surtout dans les années 80, la couverture télé qu'il y a eu à partir du moment où Canal est arrivé.
Canal était une chaîne payante, tout le monde n'avait pas Canal+ pour regarder les matchs, donc finalement, le football était assez confidentiel. Soit tu allais au stade, soit tu écoutais les matchs à la radio. Et c'est rigolo de voir la puissance qu'avaient ces gens, la notoriété qu'avaient ces gens. Aujourd'hui, évidemment, avec et la télévision, et le streaming, et les réseaux sociaux, tout ça a un peu disparu. Et on parle finalement d'un football du XXe siècle qui est en train de évidemment, de partir. C'est vrai que ça doit surprendre nos jeunes auditeurs. Il a existé, il n'y a pas si longtemps que ça, une époque où il n'y avait pas Internet et où il n'y avait pas les matchs de télévision, les matchs à la télévision. Et pour écouter, il fallait écouter les matchs à la radio quand on n'allait pas au stade. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était dans les années 80. Sur les transistors. Ouais, c'était avant 95 finalement. Donc c'était il y a 25 ans. Il avait un chauvinisme revendiqué aussi. Il avait, Oui. Après, sur France Bleu ou avant Fréquence Nord, c'était quelque chose qui était assez courant, hein. Je me souviens des matchs de Bernard Lernoux, hein, Dave, des matchs de Jean-Pierre Mortagne ou même les matchs ensuite de Christian Palka. C'était pas leur première caractéristique de ne pas être chauvin, hein. Donc c'est ce qui faisait finalement le charme de ces retransmissions. C'est cette vigueur dans l'expression, cette mauvaise foi affirmée. C'était drôle et ça nous permettait de vivre l'action des matchs d'une façon très, très importante. Moi, j'ai plein d'anecdotes. Je me souviens d'une victoire large à Cannes, c'était, je crois, 6-3 à l'époque, dans une époque préhistorique avec Erwin van den Berg et donc c'est dans la fin des années 80, où on était tous autour d'une radio, on écoutait ça et on vivait le match comme si on était dans la tribune. Et c'est des sentiments qu'on retrouve plus vraiment maintenant dans le football au quotidien. Et finalement, c'est ce que souligne finalement ce départ de Jean-Pierre. C'est cette époque pas si lointaine, mais qui était finalement pas si mal que ça, parce qu'on faisait avec les moyens du bord. Et le fait de ne pas voir les images, ça permettait de transcender un peu le sentiment qu'on pouvait avoir sur le vécu de ces matchs en direct. Je vois apparaître, il est emmitouflé, je pense qu'il est dehors. C'est Lorenzo qui nous a rejoint. Bonsoir Lorenzo, comment vas-tu? Bonsoir les gars, oui, je suis dehors, en plus je suis en Slovaquie, du coup c'est pas chaud en fait, donc non, ça va. Je voulais pas rater la dernière du bistrot avant la Coupe du Monde, et en plus dans 10 minutes je suis chez moi, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste provisoire, prestation provisoire. J'espère juste que vous me voyez, vous m'écoutez bien. On te voit et on t'entend parfaitement. Et tu as vu, on savait que tu allais arriver en retard, alors on a fait une très longue introduction et on va pouvoir attaquer maintenant donc la première partie de cette émission. Lille-Angers, 3 points, c'est tout. Alors, on va commencer peut-être un tour de table. On va commencer par notre invité, hein, Damien. Premier tour de table, finalement, c'est le sentiment général que tu peux avoir sur ce match. Comment tu l'as vécu? Alors, tu n'étais pas au stade, je crois, tu étais en déplacement, mais tu as peut-être revu en replay? J'ai pas eu la chance d'être au stade, malheureusement. En plus, c'était l'anniversaire de nos amis des GRS. J'ai pas pu avoir cette chance de participer avec eux à la fête. On va dire que c'est pas le match référence. C'est un contexte un peu particulier. On a eu plusieurs matchs où on a très bien joué, où on n'a pas gagné. Je pense que ça devait peser dans les esprits. Il y a quelques joueurs qui avaient des envies de sélection ou qui étaient déjà sélectionnés et qui n'ont peut-être pas forcément, contrairement à ce qu'ils ont annoncé, prendre trop de risques. C'est un mélange un peu bizarre. C'était un match un peu piège, un peu compliqué. Il fallait vraiment pas le perdre. Et je pense que l'équipe a préféré le résultat au beau jeu. Nous, on préfère quand il y a le beau jeu et le résultat. Bon, là, il y a le résultat, il y a 3 points. C'est le principal. Mais ouais, c'était franchement pas le match de l'année, ça, on va pas se mentir. Alors Christophe, toi, je sais que tu étais au stade. Comment tu l'as vécu? Bizarrement, tu l'évoquais tout à l'heure avec les fameux matchs à la radio. On a vécu un moment un peu bizarre où on a un but qui nous est qu'on encaisse, qui nous est finalement invalidé par la barre et heureusement. Et j'ai pas revu l'action du tout, donc mais je leur fais confiance sur ce coup-là. Et puis juste derrière, on marque un but. Et là, même là, tu disais tout à l'heure qu'il y avait cette émulation derrière les transistors. Et ben là, l'émulation, elle y était même pas parce qu'on a vécu une minute totalement hors du temps. J'ai eu du mal à m'en remettre et je pense que je m'en suis pas remis non plus en deuxième mi-temps puisque je pense que j'étais absent totalement de la deuxième mi-temps comme l'équipe. Donc voilà, un match bizarre, comme le disait Damien.
Je sais pas quel sentiment revient en plus, à part satisfaction des 3 points. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu en tout cas. Gildas, tu étais au stade? Oui, oui, j'étais au stade. Alors, quel est ton sentiment sur ce match un peu particulier où on a retrouvé un peu un style qu'on avait l'habitude de voir l'année dernière? Oui, je dirais même qu'on avait l'habitude de voir sous notre ami René Girard, quoi. J'avais l'impression d'être revenu aux années Girard. Que dire? Bah, une prestation très très pauvre dans le contenu, hein. Il n'y avait pas d'inspiration offensive, il y avait un manque d'envie, il y avait un manque d'implication. Il y a vraiment une léthargie ambiante dans ce match-là. C'était vraiment excellent pour la sieste du dimanche après-midi, hein, tellement c'était lénifiant et ennuyeux parce qu'on n'a vraiment rien vu, il ne s'est rien passé dans ce match-là. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va raconter au bistrot pour ce match dans le contenu, puisque franchement, c'est difficile de sortir quelque chose de ce match-là. Après, on verra peut-être dans les détails, mais peut-être aussi qu'on retrouve la difficulté à jouer, comme il y a 2 ans pour le titre, contre des équipes qui jouent derrière et qui ont laissé finalement très peu d'espace. Angers est resté à 3 lignes très resserrées et qui a laissé peu d'espace. On a des joueurs comme Cabella et Ounas qui aiment bien un petit peu s'épanouir entre les lignes, dans les intervaux, comme dirait notre ami Matt Moussilou. Donc voilà, ils sont pas venus nous chercher dans notre camp et donc on a eu un match où il n'y a eu pratiquement aucune occasion, hein. Moi, je m'en souviens peut-être une frappe, peu de prise d'initiative et très peu d'actions construites. Ça aurait été intéressant d'avoir notre ami statisticien parce que là, Je vais vous les donner juste maintenant. Je savais vas-y qu'il n'était pas là, je les ai préparés. parce que voilà, c'était vraiment triste et pauvre, mais finalement l'essentiel a été fait. Donc on méritait 6 points contre Lyon et Rennes. On n'en a eu qu'un, là, on en méritait je pense, un, on en a eu 3. Donc, bon. Alors, avant de passer la parole à Julien, les stats justement du match, hein. Les stats qui sont pas équilibrés, mais légèrement à l'avantage de Lille, mais pas tant que ça finalement. On a 9 tirs pour Lille contre 8 pour Angers. On a 4 tirs cadrés contre 2. On a 59% de possession contre 41 pour Angers. 568 passes pour 391 pour Angers. 18 fautes contre 12 pour Angers, donc un peu plus de fautes pour les Lillois. 3 cartons jaunes à 1 et le carton rouge de Baléba sur lequel on reviendra certainement tout à l'heure. 2 hors-jeu contre 1 et 2 corners pour Lille, 6 pour Angers. Et c'est ce qui, moi, me laisse dire que finalement, on n'avait pas à faire finalement un bus comme on peut avoir l'habitude de l'avoir. On avait aussi une équipe qui était très rapide à remonter le ballon, qui a été finalement beaucoup plus dangereuse, à mon sens, que les Lillois. Julien, comment tu as vécu ce match, hein? J'ai quand même noté une belle action qui est la sortie de la cuvée section Lincel, un brassin éphémère de la brasserie Art, et ça c'est vraiment la plus belle action du match, surtout que le format minimum c'était 50 centilitres, donc au moins tu rentrais dans le stade avec un petit sourire sympa après cette bière, et donc ça a permis de vivre un peu mieux ce match qui en effet était ennuyeux. J'aimerais juste relativiser ce que vous dites parce que Cabella joue mal le coup à la 7e sur ce petit lob là, ce ballon qui est mal dégagé, qui revient sur lui. Franchement, s'il gère mieux le truc, il y a but et ça peut changer, je pense, beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur le fait que, évidemment, les gars étaient un peu moins présents. J'ai quand même eu du mal à comprendre pourquoi on jouait si peu avec Weah, qui est ultra rapide. Et je l'ai vu se désespérer le long de sa ligne, de ne pas avoir un ballon. Et ça, j'ai vraiment pas compris. D'autant que ce n'était pas vraiment sur l'aile gauche que ça se passait bien, parce que Bamba n'a pas fait un grand match. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas compris. En revanche, ce que je retiens, c'est que oui, à 1-0, tu as toujours peur en deuxième du match hold-up, mais qui n'est pas vraiment basé sur des choses tangibles parce qu'on n'a jamais réellement été en danger. Et c'est la grosse satisfaction de ce match et des matchs précédents, c'est qu'on a trouvé une assise défensive. C'est que ça tient la route, on est solide, et ça, c'est vachement plaisant. Donc, en étant très pragmatique, un peu plus les yeux rivés sur les points engrangés et sur le classement, c'est pas un si mauvais match. Et je me suis aussi fait la réflexion pendant le match,
oh la vache, Angers, c'est dernier en jouant comme ça, c'est quand même pas si nul, quoi. C'était vraiment pas si nul, Angers, et ça avait tout du match piège. Et finalement, bah, on l'a plutôt bien tenu, ce match. Et puis j'insisterai quand même sur ce but parce que Cabella, c'est une main qu'il a à la place du pied. Hein, parce que si vous revoyez le corner, il le met vraiment. Diallo, il a juste à sauter et à faire ce petit geste de tête parce qu'il l'a sur la tête. Hein. Enfin, s'il ne le marque pas, c'est scandaleux, tellement le corner est magnifique. J'espère que Cabella en tirera d'autres durant la saison comme ça parce que c'est quasiment un penalty quand un corner est aussi bien tiré. Alors, il y a déjà quelques réactions sur les réseaux sociaux. On a Gérard qui nous dit LOSC Angers, pourquoi une telle purge? Problème de concentration, la tête ailleurs. On essaiera de voir quelle est l'explication qui ressort de vos analyses de piliers de bistrot. Est-ce que c'est un problème tactique, la relance assurée par les centraux défaillants tactiquement? Est-ce que c'est lié à l'absence des joueurs Ismaili et André Gomes qui étaient vraiment très remarquables sur les précédentes prestations du LOSC? Est-ce que c'est un problème de vestiaire? On parle d'anecdotes de vacances qui auraient été sucrées par les temps pour insuffisance de résultats. Je ne sais pas si ça se confirme. Bref, quelle est l'explication de cette situation? Donc, on y reviendra après le top et les flops. N'hésitez pas, alors Olivier, une purge. Pierre-Ambroise, on parlait tout à l'heure du hors-jeu d'Angers, c'est un hors-jeu passif du joueur, mais qui fait action, donc il n'est pas si passif que ça finalement, et le Lillois intercepte le ballon. Voilà. Il n'est pas scandaleux hein, quand tu vois les images. Il est pas scandaleux ce hors-jeu. Alors, il est petit, c'est encore une fois quelques centimètres et c'est tout ce qu'on voit sur la VAR en ce moment qui peut être un peu frustrant parce que peut-être que parfois on aimerait que l'avantage soit laissé un peu plus à l'équipe qui attaque. Mais ils ont mis beaucoup de temps parce que j'ai regardé le match après à la télé, j'aime bien faire ça quand je vais au stade. Ils ont mis beaucoup de temps à le trouver, là, cette fameuse image de la VAR, mais quand on l'a eu, c'était pas si scandaleux que ça, quoi. Oui, puis on a aussi subi beaucoup de fois cette saison des décisions limites au niveau du hors-jeu. Pour une fois qu'elle nous est favorable, on ne va pas pleurer. Hein, genre, bon, d'autant plus s'il est démontré effectivement qu'il y avait bien un hors-jeu sur cette action. Lorenzo, je ne sais pas si tu es disponible. Je te vois arriver. Est-ce que tu veux intervenir sur ce sujet pour terminer ce tour de table? Il nous a écrit dans 2 minutes. Il a dit dans 2 minutes. Non, je suis là. Alors, en fait, juste pour dire un truc, parce que ça me semble en fait quelque chose que moi je ne connais pas, mais j'entends tout le monde parler de ces fameux matchs à la René Girard, que moi je ne connais pas du tout. Donc, à un moment donné, parce que quand je suis arrivé à Lille, Girard, il n'était plus là. Donc, voilà, c'est quelque chose de mythologique que moi je ne connais pas. Et je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou pas. Ça, rien loupé. Mais en tout cas, et je suis d'accord. Je ne sais pas c'était qui dans notre chat, il avait dit c'est un match un peu bourvenekesque ou un truc comme ça. Parce que, en gros, c'était un match comme ça où normalement on fait 0-0 l'année dernière contre Saint-Etienne, contre Metz et dans beaucoup d'autres matchs. Et voilà, je retiens que le résultat parce que franchement, les autres, ils n'étaient pas là, même si on n'a pas beaucoup de joueurs qui font la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est un peu l'esprit qu'il y a entre les joueurs ou entre les professionnels vu l'année. Mais vraiment, c'était. Je retiens rien du tout au niveau tactique. Et j'imagine que Fonseca, il sera un peu énervé aussi parce que lui, il aimerait faire tous les matchs à sa manière. Mais voilà, l'important, c'est qu'on a gagné, qu'on reste là, qu'on reste cette équipe entre. Vous voyez, on peut dire le premier groupe et le deuxième, et nous, on est là. On a ce petit avantage contre, par exemple, Lyon. Je ne sais pas si beaucoup de nous pouvaient passer ça au début d'année. Donc, voilà, on est pas mal. C'est un match qu'on a gagné, et voilà, c'est tout. Voilà, alors si tu veux, Lorenzo, pour te remercier de ta présence régulière au Bistrot des LOSC, on t'offrira l'intégrale des matchs de René Girard au LOSC. Tu pourras au moins t'en servir. Si tu as du difficulté à t'endormir le soir, ça te fera effectivement à la fois ton éducation et ça te permettra de rester en très bonne santé. Alors, moi, j'ai une cassette VHS du best-of de Jacques Santini à Lille. Un très bon classement. Pour une fois, on avait fini dans le top 10. Sixième. Mais alors, soporifique comme jamais t'as vu.
Voilà, donc si tu as des problèmes de sommeil, Lorenzo, tu nous On a ce qu'il appelles, faut. on a ce qu'il faut, on est équipé. Je vous propose un deuxième tour de table sur ce match, le fameux tour de table des tops et des flops. Alors, on va commencer par Julien, tu avais la parole. Vas-y, quels sont tes Allez. tops, quels sont tes flops? Et est-ce qu'il y a un joueur à Angers qui a attiré ton attention? À Angers, non, moi j'ai trouvé que c'était un collectif qui roulait pas si mal. J'étais surpris par cette dernière place et je me suis dit que ça pouvait faire mieux finalement et peut-être se sauver avec ou sans Gérard Batic, je sais pas trop. En tout cas, sur ce match, je vois pas une équipe qui a lâché son coach. Donc peut-être que ça vaudrait la peine de le garder, mais en même temps, cette saison est tellement particulière avec quasiment un mois et demi d'arrêt là que peut-être qu'il va se faire sortir quand même. Sur Lille, mon top, c'est la charnière centrale à laquelle j'associe Chevalier. Je pense que si cette charnière centrale va mieux depuis 5 matchs, c'est aussi grâce à Lucas qui est dans les buts et qui rassure beaucoup. Et je pense que tu défends pas, on en a déjà parlé souvent, mais tu défends pas de la même façon quand tu es serein avec ton gardien que quand tu as Jardim dans le dos. Tu n'as pas écouté BFM Grand Lille lundi soir? Non. Parce que j'ai dit exactement la même chose. D'accord. À la virgule près. Je t'ai pas écouté. Donc Diallo, Fonté que je n'aurais pas mis si le but d'Angers avait été validé, parce que c'est quand même Fonté qui fait une passe décisive sur un tacle raté. Mais je le mets quand même parce que je trouve vraiment qu'il revient bien, que physiquement il est mieux et qu'il retrouve donc cette autorité sur la défense globalement. Et ça fait énormément de bien. Et j'ajoute, je pense que mes camarades feront pareil, Cabella qui a été le seul à surnager un peu devant. Comme je disais tout à l'heure, s'il avait mis ce petit lob, le sens du match aurait été différent. Et son corner, c'est un modèle du genre. Et il a quand même des stats de fou depuis qu'il est là. Parmi les flops, David, parce qu'il a vraiment un coup de moins bien depuis 2-3 matchs. Et quand on parlera du bilan du début de saison, je dois reconnaître que je suis très inquiet parce que pour moi, il est rincé et il s'en va faire une Coupe du Monde au Qatar. Donc, souhaitons vraiment que le Canada soit éliminé vite, que lui ne se blesse pas et qu'il puisse refaire un peu de jus avant de revenir le 29 décembre, à moins qu'il ait des jours de vacances en plus. Je ne sais pas réellement ce qui est prévu pour David Ewea. En flop, je vais faire plaisir après Pierre Ambroise. Par rapport à ça, Julien, c'est juste que je pense que c'est obligatoire pour les joueurs qui font la Coupe du Monde d'avoir 1 ou 2 semaines de vacances dès qu'ils terminent la compétition, par rapport à quand ils terminent en fait. Ok, donc espérons que le Canada soit éliminé dès les poules. Pour faire plaisir à Pierre Ambroise, mais parce que je pense que c'est vrai, Bamba qui fait son 2e match raté alors qu'il avait fait plutôt un bon début de saison, que ses stats sont bonnes, mais là il a perdu un nombre de ballons sur des dribbles ratés, c'est juste pas possible. Il aurait pu et dû, je pense, jouer plus simple, comme Ounas aurait dû jouer plus simple et surtout plus collectif. Pour moi, il est passé complètement à côté de son match. Ça me fait un peu peur. J'espère qu'il va se retrouver parce que moi, ce qui m'avait vraiment bluffé à l'arrivée d'Ounas, c'était sa capacité à effacer des adversaires, puis à donner son ballon dans la simplicité, en privilégiant le collectif. Et là, j'ai le sentiment qu'il essaye plus parfois d'aller chercher des exploits individuels. Et très clairement, dans cette équipe, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Donc, peut-être un coup de mou, peut-être qu'il est émoussé physiquement parce qu'il a quand même enchaîné les matchs. Et ça fait bien longtemps qu'il n'était plus habitué à ça en Italie. Donc, bon, j'espère que la trêve va lui faire du bien. Ce format de trêve, il va quand même être particulier parce que c'est 15 jours de vacances, c'est 1 mois complet de reprise avec des matchs amicaux. Ça ressemble vraiment à une intersaison classique. Donc, il faut imaginer que cette dynamique qu'on a vue là, elle sera forcément complètement différente parce que c'est comme un nouveau début de saison. Ne déflore pas la deuxième partie de cette tu as raison, mais c'est parce que je pense à Ounas et au fait qu'il doit retrouver ce qui faisait sa force en début de saison avec nous. C'est pour ça que j'ai embrayé là-dessus. Mais tu as raison, je suis sur le sujet d'après. Et en tout cas, tu as fait plaisir à Pierre Ambroise. Merci, qui te remercie, qui précise que Bamba n'est plus capable de dribbler un joueur. Mais c'est sur 2 matchs, je précise. Damien, est-ce que tu as ta liste de top et de flop pour Lille? Est-ce qu'il y a un joueur à Angers que tu voudrais mettre en avant?
Concrètement, je pense qu'on a vu à peu près le même match, hein. Moi, je mets en avant un joueur qu'on n'a pas vu à Angers et j'aurais vraiment voulu l'avoir au stade parce que c'est quelqu'un qu'on appréciait énormément. C'est Sofiane Bouffal, malheureusement. Et c'est vraiment avec grand regret qu'on l'a pas vu sur les terrains parce que je pense que, un peu comme Xheka à Rennes, il aurait eu le droit à sa salve d'applaudissements parce que voilà, c'est vraiment un joueur qu'on appréciait beaucoup. Et c'est avec beaucoup de regrets qu'on l'a pas vu, qu'on n'a pas pu le voir. Après, c'est vrai qu'Angers, franchement, ils me font penser à ces clubs qui ont tout pour se maintenir, mais qui, malheureusement, en fin de saison, descendent. Et il faut savoir que cette année, ils sont 4 à descendre. Donc, ça va être compliqué pour Angers. Et pourtant, ils méritent vraiment leur place en Ligue 1 sur ce qu'ils font depuis le début de saison. Après, un joueur particulier, non, parce que sur des matchs comme ça, on pourrait mettre en avant le gardien, mais comme tu l'as dit, François, 9 tirs, c'est un peu triste. Je crois que contre Rennes, on en fait 18 ou 20, enfin le double, quoi. Donc, c'est vraiment symptomatique du match. Donc, non, après, peut-être voilà, la bataille du milieu, peut-être que c'est ça qui fait que qu'Angers réussit à nous mettre en difficulté sur ce match. Je sais même pas. En tout cas, ils ont vraiment un très beau collectif à Angers et je pense qu'avec des joueurs qui reviendront, ils peuvent réussir à faire une deuxième partie de saison plutôt intéressante. Et à Lille, tu veux mettre en avant des joueurs? Sur Lille, ouais, comme tout le monde, Cabella, franchement, ça fait plusieurs matchs où, de toute façon, voilà, c'est le doc du mois, c'est vraiment le joueur en forme en ce moment. On espère vraiment que cette intersaison ne va pas le faire redescendre et qui va garder la même pêche et le même dynamisme et la même efficacité en janvier. Vraiment, c'est vraiment un super joueur et on est vraiment content de l'avoir à Lille. Sur les flops, enfin voilà, Lucas, c'est vrai que Lucas, c'est notre libéraux, hein, c'est pas le gardien. Je pense que le fait de jouer devant, il a une position de libéraux et c'est ça qui faisait que Jardim sur sa ligne ne mettait pas en confiance ses défenseurs. Et le fait que Lucas sache jouer haut, sache redistribuer, il progresse de jour en jour sur ses relances au pied. Voilà, je pense vraiment que même s'il n'y a pas eu grand chose à faire sur ce match-là, son positionnement et le fait qu'il puisse rassurer sa charnière centrale, c'est aussi super important. Et puis sur les flops, on va parler de l'attaque en général, on va pas cibler David ou Bamba ou Nas. Enfin voilà, l'attaque a été stérile, a été faiblarde, elle a été sans envie. Moi je pense à la tentative de lob d'Ounas. Il était hors jeu certes, mais on voit le geste qu'il fait sur un autre match, c'est but. Alors effectivement il y avait hors jeu. Mais là, il est même pas dedans le ballon. Donc, voilà, c'est un match sans, un match à oublier. Et pour nos attaquants, j'espère qu'ils vont se remettre dedans. Malheureusement, on a deux joueurs qui partent en Coupe du Monde et j'espère qu'ils reviendront en pleine forme et que ce ne sera pas un bis repetita de ces derniers matchs. Gildas, est-ce que tu vas réussir à être original et à varier un peu ta liste de top et flop par rapport à tes deux petits camarades? Je vais parler d'un autre joueur, Angel Gomez, que j'ai trouvé très effacé. Je trouvais que voilà, il a fait des mauvaises transmissions, beaucoup de pertes de balles et il n'a pas été très juste techniquement. Je trouve que sur ce match-là, il n'a pas réussi à s'imposer dans l'entrejeu. Ounas, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Julien, hein, il a joué vraiment trop perso, trop individualiste sur ce match-là. Il a voulu faire la différence un peu trop seul. Il a foiré quelques passes en profondeur aussi. Et puis, je trouve qu'il est meilleur quand il entre en jeu. Je trouve que quand il entre en jeu, il est meilleur. Voilà, bon, Bamba, c'est du Bamba, quoi, je veux dire, hein, aucune différence en 1 contre 1, pas un dribble. Il a été pris une fois en vitesse par El Melali. Donc, je trouve que ça a été le meilleur Angevin, d'ailleurs. El Melali, un bon petit joueur. Donc voilà, bon, David, il n'a pas été servi, mais il a été aussi moins mobile que d'habitude, hein. Je crois qu'il a fait son petit jogging pour pas se blesser à la Coupe du Monde. Et puis, au niveau des plus, Diallo, non seulement il a marqué, mais en plus il a été plutôt solide et propre derrière. Il a été sobre, donc il a fait un bon match. Cabella, c'est le seul qui a surnagé devant. Il a quand même réussi à créer quelques brèches et j'ai quand même bien aimé la rentrée de Baleba. Je trouve qu'il a
porte de la puissance et de la verticalité. Bon, Un peu trop d'ailleurs. Un peu trop, ouais, comme tu dis. Bon, il porte trop le ballon, mais il a quand même cette capacité à casser les lignes, quoi. On va dire, il a cassé les jambes aussi parfois. Mais bon, voilà, j'ai pas été très original, si ce n'est Angel Gomez que j'ai vraiment trouvé très en deçà sur ce match-là. Je trouvais qu'il n'était pas du tout présent dans l'entrejeu. Mais bon, c'est toute l'attaque qui a failli, hein. Il n'y a que Cabella qui a surnagé, mais les autres, c'était pas ça, quoi. Alors, sur les réseaux, on a Olivier qui cite l'attaquant angevin qui fait le malin devant nous quand il marque les buts refusés, le karma. Il s'agit de Salama, qui n'était pas mauvais, d'ailleurs, qui était rapide et qui nous a mis en danger à plusieurs reprises. Donc, bon, moi, c'est peut-être le joueur danger que je vais citer dans ceux que j'ai repérés. Christophe. On aurait aimé que ce soit la même chose avec Bourigeaud, par exemple, qui Ouais. est venu faire le malin. Ouais. Penalty annulé, alors ça aurait été génial. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Ça marche pas à tous les coups, hein, tu sais, Julien, il faut être réaliste. C'est vrai Christophe. qu'Angers a fait son match. Angers a fait son match. Je parlais tout à l'heure qu'ils ont bien défendu, en fait. Ils sont sortis. Ouais. Ça ne veut pas dire mais ils ont vraiment défendu compact et ils ont vraiment resserré les lignes. Mais c'est vrai que j'étais étonné, surtout le match que j'avais vu contre Lens la semaine d'avant, où ils n'ont vraiment rien fait. Finalement, ils ont fait leur match, mais ils ont surtout très bien défendu. Je crois que c'est une des raisons de notre piètre prestation offensive et dans le jeu. Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Quels sont tes tops et tes flops? Alors très vite fait, je vais revenir sur les mêmes joueurs de toute façon. Donc pour Angers, j'avais noté exactement les mêmes que vous, hein. El Melalil 28, le 11 Salama, et j'avais même rajouté le gardien Fofana, qui je trouve est vraiment pas mal, intéressant. Donc après, il y a un truc qu'il faut quand même se poser quand même. Cet habit fluo, là, on l'a appelé Stabilo tout le match. Je ne sais pas si c'est très judicieux de s'habiller comme ça quand on est gardien. Alors déjà, on a du mal à cadrer, mais en plus, lui, on ne voit que lui dans les buts avec sa tenue. Je suis pas sûr que ce soit très subtil. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas ces nouvelles tenues comme ça, fluo pour les gardiens. Ça fait quand même un beau phare en plein milieu du but. Et sinon, côté lillois, j'ai noté, oui, bah, comme vous, hein, le match un peu décevant de Ounas. On voit qu'il vient d'un championnat un peu mineur où il était remplaçant. Je sais pas si Lorenzo nous entend. Alors, elle est juste facile, mais Il voilà. il nous entend. Bon, ben ça va alors. Et j'ai du mal avec le rôle de Diakité côté gauche. Alors, c'est sûr qu'il est là pour rendre des services. Ce garçon, c'est bien. On le balade partout et c'est le même problème que pour Diallo l'année dernière ou l'année d'avant. Côté gauche, ça fonctionne pas. Et les mauvais matchs de Bamba sont peut-être aussi en relation avec ce manque d'arrière latéral quand Ismaïl n'est pas là. Et c'est un petit peu compliqué de devoir attaquer, défendre. Alors, ça n'excuse pas tous ces dribbles ratés. Je suis d'accord avec vous. Au niveau technique, il a la ramasse un peu physique. Mais il n'est pas aidé non plus par le manque d'arrière latéral derrière lui et de devoir se repositionner tout le temps et de devoir faire de la couverture et puis de ne pas avoir ce latéral qui monte, qui prend l'intérieur ou l'extérieur, peu importe, on s'en fout. Mais ça ne se passe plus sur notre côté gauche. On a vraiment un problème. Et comme le disait tout à l'heure Julien, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné non plus avec Oya, qui a pourtant fait un bon match, mais qu'on n'a pas réussi à exploiter suffisamment avec Ounas qui garde tous les ballons. Il ne croque que ça, quoi. Voilà, il aime le ballon, il le garde. Et ça a été compliqué, ce match. Lorenzo, maintenant que tu es positionné chez toi tranquillement et disponible pour évoquer tes tops et tes flops, quels sont justement les joueurs que tu voudrais mettre en avant? Alors, par rapport à Ounas, et le fait, c'est qu'en Italie, il a joué tellement peu qu'il n'a même pas pu faire des matchs comme ça. Parce que moi, je vais dans le fait par rapport à l'attitude. C'est vraiment, je ne sais pas, mais avec Spalletti à Naples, s'il sort un match comme ça, il ne joue pas pour 6 mois. Hein. Je vous avoue que ça serait comme ça. Parce que franchement, c'est vraiment au niveau de l'attitude. Il faisait des choses, des fois, mais même pas juste pour lui, parce qu'il n'arrivait même pas à dribbler l'adversaire. C'était un peu irritant, c'est vrai. Et donc, voilà, je n'ai pas aimé cette attitude-là. Et comme autre, je ne dirais pas flop, mais c'est vraiment la défense. J'ai l'impression qu'on est un peu fébrile, entre guillemets, dès qu'il y a un ballon long. Je vois que vous avez cité l'attaquant d'Angers, Salama. Bah, dès qu'il y avait un ballon long sur notre défense, bah, tu avais peur que quand même, surtout du côté droit, quand Salama il décalait sur le côté droit, bah, il pouvait se passer quelque chose. Et c'était Angers. Donc ça m'inquiète un peu, franchement. Par rapport au flop, voilà, je mets Diallo, oui, parce qu'il marque un but très important. Je ne sais pas si c'est si parfait au niveau défensif, mais c'est correct.
Lui et Fonte, bon, on sait que si on a les deux, on a quand même un équilibre différent, même si, comme je dis, on souffre par des actions en particulier. Et pour le reste, oui, moi aussi, je suis d'accord avec Salama, c'était un des meilleurs de Angers. Le même Ben Taleb, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait à Angers. C'est un joueur qui a joué à Tottenham, il a fait Schalke. Donc voilà, c'est quand même un très bon organisateur de jeu. Et si je ne me trompe pas, c'est un Lillois ou il est né à Lille, ou il est grandi à Lille, ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire. Et voilà, et c'est tout. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'autres choses à noter. Et en tout cas, Ben Taleb, je ne sais pas s'il est lillois, mais Il a même joué les équipes jeunes, je crois, ouais, de mais 10 à 15 ans au LOSC. il aura laissé une trace de Lille, c'est notamment sur sa jambe, suite à la faute de Baleba. Dernière question pour terminer ce tour de table sur ce match. On a eu pendant quelques semaines un LOSC mode Fonseca extrêmement brillant, avec finalement sur les derniers matchs un peu moins de résultats. Là, on a un LOSC qui était très à la traîne en termes d'animation de jeu, avec des points. C'est le fameux Punto Bonito ou Jugo Bonito. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ça? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez l'efficacité et les points, ou vous préférez le beau jeu et la flamboyance? Et question complémentaire, comment on peut expliquer finalement ce glissement vers un match d'une piètre qualité? Est-ce que finalement, les deux absents qui sont André Gomes et Ismaili, ça ne démontre pas qu'ils sont finalement indispensables? Qui veut commencer? Alors, c'est une longue dissertation, hein. Christophe, je te vois acquiescer, donc je vais te laisser la parole en premier dès que tu auras ouvert ton micro. Effectivement, je dois une bière du coup. Ouais. Forcément, je prône le jeu depuis le début de saison. C'est pas maintenant que je vais changer d'avis. On n'arrête pas de parler ce soir de René Girard. Je pense qu'on lui fait beaucoup d'honneur, même s'il nous avait qualifié pour l'Europe. On s'est emmerdé toutes les saisons où il était là. On gagnait 1-0, on se faisait chier. Quand on râlait en tribune, on n'avait pas le droit, on était repris en conférence de presse par ce monsieur. Donc voilà, je peux pas revenir en arrière, c'est pas possible. Je prends ça depuis le début de saison, je vais rester là-dessus. Je préfère voir forcément un beau jeu et le match de Monaco, et c'est le match référence pour ça. Et puis sur les absents, forcément, j'en ai parlé juste avant, Ismaili, voilà, au-delà de l'âge, c'est un joueur qui n'a pas forcément une grosse préparation, donc physiquement c'est compliqué. Et puis, André Gomes, ça fait 3 mi-temps qu'il n'est pas là. Ça fait 3 mi-temps où ça fonctionne pas. Donc forcément qu'il a un rôle important et j'espère qu'il sera apte pour la reprise dans un mois, je crois. Bon, Lorenzo, on vient d'en rajouter une louche, hein. Ça te donne toujours envie de voir les matchs de René Girard? Comment tu expliques Parce que moi, comme je vous disais, je me rappelle que dès que je suis arrivé à Lille, j'avais un autre Italien qui était là, avait travaillé depuis 2-3 ans. Il me disait, oui, mais le LOSC, il gagne toujours 1-0. Bon, c'est ça. Lui, il n'allait pas regarder les matchs, il suivait juste un peu parce qu'il y avait ses collègues qui suivaient le LOSC. Donc, c'était juste ça. Donc, je suis resté avec ça. Par contre, ce qui dit Christophe, ça, quand même, ça me fait changer un peu d'avis par rapport à ce que pensait le Lillois. Parce que moi, à un moment donné, je pensais que ce jeu-là, trop, entre guillemets, artistique, on dirait, de Fonseca, qu'à un moment donné, de ne donner pas des points, c'était un peu, entre guillemets, critiqué. Mais je vois que là, dès qu'on est bien au classement, on a quand même fait nos points, même s'il y a 2 ou 3 matchs qu'on pouvait gagner. Ça continue à être quand même moins contesté qu'avant. Fonseca, bon, au début de saison, il y avait vraiment plus de doutes, j'imagine. Donc, voilà, moi, comme je vous ai dit, je pensais qu'il était plus critiqué que ça, Fonseca, mais je commence à voir et à lire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce style et cette façon qui montre le LOSC, en fait. Alors, Damien, tu aimes le style Fonseca, ou tu préfères finalement voir une efficacité à l'arithmétique comme on a pu le voir contre Angers? Non, enfin, voilà, si on supporte une équipe de foot, si on va au stade, si on paye un abonnement, si on paye pour aller à un déplacement, c'est pour voir du jeu, c'est pour voir des gars jouer au ballon. Si c'est pour voir une purge, franchement, ça sert clairement à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est du jeu, du beau jeu. Après, oui, on préfère toujours quand on gagne, mais enfin.
on peut pas se contenter, on va reparler de lui, même si il faut aussi noter qu'il a été champion avec Montpellier, avec ce jeu pourri, René Girard. Mais il faut, enfin voilà, moi je préfère largement ce que disait coach Garcia à l'époque. Il s'en fout de se prendre 3 buts tant qu'il en met 4. Voilà, c'est l'esprit du jeu, c'est le foot, c'est être offensif, c'est marquer des buts, c'est jouer au ballon, c'est dribbler, c'est se faire plaisir. Il faut que les joueurs aient du plaisir, ils se donnent à fond. Ce que le coach disait en réunion avec les supporters et ce qu'il a dit en conférence de presse aussi, c'est il veut que les supporters soient fiers de leur équipe, il veut que les joueurs soient des guerriers. Voilà, c'est ça qu'on attend sur le terrain. C'est d'ailleurs ce qu'on lui a dit quand il est arrivé. On était content d'avoir ce discours-là parce que enfin voilà, on sortait de l'ère Gourvenec où clairement on s'est pas franchement fait plaisir non plus. Voilà, retrouver le plaisir d'avoir des gars qui jouent au ballon, qui ont envie de jouer au ballon, qui sont morts, qui en peuvent plus, qui ont des crampes à la 70e parce que pendant 70 minutes ils se sont donnés à fond. Ben voilà, c'est ça qu'on veut. Oui, on veut gagner, oui, on veut être bien placé. Après, si depuis le début de saison, on faisait que des matchs exceptionnels, mais qu'on les perdait tous, oui, on pourrait se dire, ben, faut penser à revoir le schéma de jeu et commencer à engranger des points. Là, concrètement, on n'est pas à la ramasse non plus, quoi. Enfin, on est à la culotte des Européens, on est encore vraiment bien placé, on est en embuscade. Voilà, il n'est pas l'heure de crier au loup non plus. On a eu une petite période de flottement où il y a 2 matchs qu'on doit gagner parce que tout est magnifique et on ne les gagne pas. Là, il y a un match, c'est le match à oublier. Voilà, on prend les points, on garde les points, mais il ne faut pas pour autant se travestir et dire qu'il ne faut plus le beau jeu. Le beau jeu doit rester avant tout la priorité, c'est évident. Alors, Gildas, sur les commentaires du Facebook, il y a Olivier qui dit: pour moi, ils sont indispensables en revenant sur Ismaili et André Gomes. Est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que c'est l'explication finalement essentielle de cette contre-performance, non pas arithmétique, mais en tout cas sportive du LOSC dimanche dernier? Ah bah, il y a forcément plusieurs explications. D'abord, on va pas réussir tous les matchs en étant chatoyant sur tous les matchs. Donc, on a le droit d'être moins beau de temps en temps, et tant mieux si on gagne. Mais je crois qu'effectivement, l'absence d'André Gomes a pesé fort lourd parce que c'est le métronome. Il distribue, il voit le jeu. Je pense qu'elle a vraiment pesé très lourd dans l'animation offensive. Ça, c'est sûr. C'est lui qui donne le tempo. Il met le pied sur le ballon, il oriente. Enfin, c'est vraiment un joueur extrêmement précieux. Puis Ismaili, il est très important aussi. Donc, ça, c'est une première explication. Après, pour revenir à ton débat, bah, on va quand même rappeler une évidence, c'est qu'on a quand même plus de chances de gagner en jouant bien. C'est une porte ouverte de dire ça, mais c'est vrai que bon, on vient au stade, c'est aussi pour vivre des émotions. Il y a la dimension spectacle qui est aussi importante, quoi, hein. Si on propose que du jeu lénifiant, ça va pas, ça va pas payer, ça ne paiera pas, ça a moins de chances de payer. Après, une autre explication, on n'a pas parlé, c'est vous avez peut-être entendu l'interview de Benjamin André qui a parlé de l'attitude des joueurs. Alors, ça peut être une explication. Est-ce que c'est parce qu'on joue Angers, donc du coup, on joue Angers, on pense qu'on a gagné avant de jouer le match, on met moins les ingrédients, moins d'envie, moins d'implication, moins d'application. Est-ce que l'attitude des joueurs y est aussi pour quelque chose avec l'approche de la Coupe du Monde? C'est aussi un débat Voilà, qu'on c'est peut. à un degré moindre, c'est un peu ce qu'on ressentait l'année dernière avec, à l'époque Gourvenec, où on avait l'impression que les joueurs choisissaient un peu leur match Oui, voilà. et peut-être que tout simplement, ils choisissaient pas, mais ils mettaient un peu moins d'envie et ce qui faisait la différence. Et oui, le football, il y a des. Si on va pas au duel, si on s'applique pas dans les passes, si on fait pas les courses, si on se démarque pas, si on propose pas des solutions au porteur du ballon, forcément, c'est plus compliqué, quoi, hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça a joué, ça a pesé lourd aussi, en plus de l'absence d'André Gomes. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'Angers a vraiment bien défendu. Et il va falloir. Et puis nous, on s'est aussi précipité, on a été moins juste techniquement, avec un Ounas qui sans arrêt repiquait vers le cœur du jeu, alors qu'il aurait fallu écarter la défense. Donc c'est un peu tout ça qui a contribué à un match
qui a pas été réussi dans le contenu. Mais maintenant, je pense que si on refait des matchs comme ça contre des adversaires d'un autre niveau, on a très peu de chances de les gagner. Par contre, si on continue à se mettre à jouer comme on l'a fait jusqu'ici, il y aura des hold-up de temps en temps, mais au moins, c'est le meilleur moyen d'engranger des points, quoi, hein. Quand on fait 19 tirs, on a plus de chances de marquer que quand on en fait 4, quoi. C'est une évidence de dire ça, mais il faut pas renier son plan de jeu. Et puis le LOSC va continuer en deuxième partie de saison avec ce jeu-là, puis on pourra engranger des points si on est un peu plus juste dans les derniers gestes. Voilà, on appellerait ça non pas une lapalissade, mais une fonsécade, en fait. Ouais. C'est quand quand on tire 19 fois au but, on a plus de chances de marquer que quand on tire 5 fois. Mais oui. Voilà, on a un nouveau néologisme. Mais les évidences doivent être rappelées, des fois. Live qui nous dit sur les réseaux sociaux, je n'oublie pas que Fonseca dit en début de saison qu'on ne gagnera pas tous les matchs. On est sur un projet de jeu sur 2 ans. C'est un plaisir de voir du jeu cette année et on est à 5 points de l'Europe. Ça résume à peu près ce qu'on vient de dire. Julien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Ouais, je suis pas très d'accord. Je suis pas très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Enfin un peu de sport. Ouais, non, depuis le début de saison, notre place moyenne, c'est la 7e. En fin de saison, ça veut dire qu'on joue pas l'Europe. Moi, je suis pas content. Si on a bien joué et qu'on joue pas l'Europe en fin de saison, je suis pas content. Alors, est-ce que je me suis embourgeoisé? Est-ce que depuis 20 ans, on mange du caviar? Bah ouais, certainement. Mais moi, les gars, j'ai envie d'aller faire l'Europa League à minima, quoi. J'ai envie de me promener en Europe, j'ai envie de voir des nouveaux stades, j'ai envie de rencontrer des nouvelles équipes et j'ai envie qu'on existe sur la place européenne. Donc, si on continue à jouer comme ça, avec ce rythme-là, ça ne me plaira pas. Alors, il y a plein d'indices qui me font dire que ça ne va pas être le cas. Si je regarde les 6 derniers matchs, on prend 13 points, ça fait 2,16 points de moyenne. Si on continue à 2,16 points de moyenne, évidemment, on finit 3e ou 4e et ce sera une belle saison. Je pense qu'on est dans ce truc-là. Je pense que le match de Lens, ça a vraiment été un déclic, parce que finalement, il n'y a que le match de Lyon qu'on perd. Et depuis ce match contre Lens, ça se passe bien, voire très bien, parce qu'on a retrouvé il y a le match à la maison contre Nice, que franchement, on perd le match, je ne sais pas vraiment comment, parce que Nice n'avait rien proposé ce soir-là. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'était avant, et c'était sans Chevalier. Donc, ce n'est pas dans mon raisonnement, où moi, mon raisonnement, c'est de dire, Chevalier s'est installé à Marseille, il a fallu que ça reprenne, que tout le monde retrouve confiance. Le match de Lens, c'est le match déclic, et depuis Lens, voilà, on est assis défensivement. Peut-être que c'est un peu moins brillant, mais au moins, on prend des points. Et sincèrement, ça me va bien. Et je pense qu'il faudra accepter de jouer moins bien et de voir des matchs comme contre Angers pour une raison simple, c'est qu'on a une dépendance à certains joueurs très brillants. On les a cités. Il y a Cabella. Si Cabella n'est pas là dimanche, on ne gagne pas le match. Et on aurait vachement mieux joué, ils l'ont dit, si André Gomes et Ismaili étaient là. Bamba, et les analyses qu'on fait sur Bamba, on ne peut pas les faire sans tenir compte d'Ismaili. C'est impossible. Aujourd'hui, il faut parler de ce côté gauche, il faut parler d'Ismaili et Bamba. Je pense que Bamba a une vraie intelligence collective. On peut lui en vouloir sur sa volonté de dribbler, de souvent avoir des dribbles insuffisants, d'aller trop vite, de ne pas aller au bout, etc., dans son jeu individuel. Mais il a une vraie intelligence collective, il a une vraie complémentarité, il compte jamais ses efforts. Et avec un Ismaili qui a quand même marqué 2 buts et qui a mis 2 passes décisives depuis le début de saison et qui fait un nombre de centres incroyable, cette complémentarité avec Bamba, elle est géniale. Donc, évidemment, on va voir du très beau jeu, ce sera flamboyant quand il y aura André Gomes, Ismaili et Cabella sur le terrain, et Ounas si on le retrouve dans un jeu plus collectif. Mais moi, je suis prêt à me contenter de 4-5 Lille-Angers jusqu'à la fin de la saison, si on fait top 5 et qu'on joue l'Europe à la fin. Aucun problème de vivre 4-5 purges comme ça d'ici la fin de saison, si on joue l'Europe.
Ça tombe bien parce qu'il va être l'heure de passer à la deuxième partie de l'émission. Alors, on pensait être très rapide sur le match d'Angers parce que 4 jours après, faire un débrief, c'est un peu compliqué. Mais finalement, ça a permis à chacun de préparer ses arguments et on n'a pas été aussi... on a été un peu bavard sur le sujet. Donc, deuxième partie de l'émission, je vous propose un bilan de cette première partie de saison. Alors c'est une saison un peu bizarre, hein. Il reste 4 matchs pour finalement arriver à mi-saison. 4 matchs contre des équipes qui semblent abordables, c'est-à-dire Clermont, Reims, Brest et Troyes. On a aujourd'hui, on est après 15 journées, Lille est 7e avec 26 points, à 10 points du deuxième. Je ne vous dis pas qui c'est, hein, Voldemort. Et à 15 points du PSG qui est premier. Alors, je vais vous donner un angle d'attaque, un angle de comparaison. L'année dernière, dans cette année tant décriée, au même moment du championnat, donc à la 15e journée, Lille était 13e avec 18 points, c'est-à-dire, je suis en train de faire le calcul rapidement, donc 8 points en moins par rapport à cette année. On était également à 10 points du deuxième, qui était Rennes à l'époque, et on était à 22 points du PSG. Alors, par rapport à ça, à ces informations, et par contre, je vous rappelle qu'à l'époque, on était aussi qualifié en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'on avait eu des matchs, on avait eu 6 matchs supplémentaires qui nous avaient permis de nous qualifier en Ligue des Champions. Comment vous analysez finalement ce début de saison? Est-ce que pour vous, il est conforme à ce que vous attendiez? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que finalement, vous pensez, comme le disait déjà à l'instant Julien, est-ce qu'on est encore dans la course pour les places européennes? Comment vous analysez ces premiers matchs? Damien, est-ce que tu veux commencer? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que vraiment, on a une position qui est pas magique, hein. On préfère être dans le top 3 toute la saison et dès les premiers matchs. Pour autant, tu l'as dit, on est vraiment pas très loin des places européennes. On est on est à 10 longueurs de notre meilleur ennemi, mais si on met de côté ce duel régional, franchement, on a une fin de première partie de saison qui devrait nous être favorable, sauf si on a le sort qui se joue contre nous, comme sur les précédents matchs. On a moyen de refaire une partie de notre retard. On fait du beau jeu, ça doit rentrer. On est quand même champion d'Europe des poteaux, faut pas oublier de le dire, parce que ça, c'est si on peut parler de la malchance et du fait qu'on devrait gagner certains matchs, il faut aussi dire voilà les poteaux. Je crois qu'on en fait encore 3 contre Angers ou contre Rennes. Enfin voilà, on fait des poteaux, on en fait à tous les matchs. On a pas de bol par rapport à ça. On aurait pu parler des poteaux carrés à l'époque, mais voilà. Ça va revenir. On a déjà une belle place. On est pas mal. On est encore dans la course. Je pense qu'on peut réussir et on va réussir à être européen. La Conférence League, c'est pas européen, hein, ça compte pas. Mais voilà, on a tout pour y arriver. Moi, je suis pas déçu. L'arrivée de Lucas, ça a été quand même un gros déclencheur. En plus, son baptême du feu à Marseille, ça a été quand même jeté dans le grand bain tout de suite. Mais voilà, l'équipe se met en place. Il a fallu un temps d'adaptation parce que c'est pareil, hein, le coach vient d'arriver et il a fallu aussi un certain temps pour que tout se mette en place et que tout se rôde. Il y a eu vraiment un bouleversement sur la stratégie de jeu et sur le jeu demandé entre Gourvenec et Fonseca, il ne faut pas se mentir. Donc il y a eu tout ça. Donc on a eu un début de saison qui était aussi un peu un tout petit peu fébrile par rapport à ça. Il y a eu les problèmes de Jardim, comme on a pu avoir les problèmes de Gerbic l'année passée. Si on met ça de côté, depuis l'arrivée de Lucas et effectivement depuis cette super victoire contre Lens, on fait du très beau jeu et il faut qu'on continue comme ça. Il y a tout à espérer, tout à croire qu'on va être européen. Et moi, je suis vraiment confiant pour la suite. On fait un début de saison qui est vraiment honorable, je pense. Christophe, tu rejoins cet avis? Oui. Puis un petit peu celui de Julien tout à l'heure. Je pense que si on continue comme ça à développer du jeu, effectivement, on sera européen.
Donc voilà, mais je pense que ce sera par le jeu, en tout cas je l'espère, et ce sera par le jeu aussi qu'on aura encore du monde au stade et qu'il y aura une belle ambiance cette année comme on peut la voir, contrairement à ce qu'on avait l'année dernière où c'était tristonné en tribune, où c'était plus du chambrage qu'autre chose. Cette année, on a quand même une belle ambiance au stade, et je pense que c'est notamment dû au jeu, et voilà, et je pense qu'effectivement, si on a des joueurs qu'on arrive à remettre à niveau physique, on a moyen d'espérer une belle fin de saison et une saison sur, alors pas le podium, j'y crois pas trop, mais au moins européen, oui. Mais à choisir beau match, beau jeu à chaque match, pas d'Europe ou quelques purges et l'Europe, tu choisis quoi, Christophe? Parce que Écoute, c'était ça un peu mon point, hein. ouais, j'ai bien compris, ouais. Je préfère voir du beau jeu et de ne pas le faire cette année comme on le fait là. Si ça ne dure qu'un an, ça me va. C'est sûr que si ça dure 2, 3 ans, je serais frustré. Ne faire que des déplacements en Ligue 1, à un moment donné, on a vite fait le tour, même s'il reste des beaux déplacements à faire. Je pense que c'est important de Moi, je l'ai reconstruire. beaucoup encore, donc pour moi, ça va. Je pense que c'est important de reconstruire sur des bonnes bases et les bonnes bases qui passent par le jeu me plaisent beaucoup. Donc, s'il faut que je sois frustré pendant un an, je prends. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord? Je suis pas d'accord parce qu'André Gomes, il est prêté, il partira, Oui. parce que Jonathan David, on va le vendre. On ne peut pas rêver de saisons qui se suivent où on construit parce que c'est pas le projet du club, parce qu'il n'y a pas de projet. On en revient toujours à la même chose. On nous vend un projet, je sais toujours pas où il est le projet. Cette année, le mercato, c'est plus 75 millions. OK, on rembourse des dettes, mais c'est quoi le projet à long terme? Des Lillois, OK. Lenny Yoro, Lucas Chevalier dans les buts. Ils sont où les autres? Ils sont pas encore là. Et de toute façon, Jean-Michel Van Damme, il nous l'avait dit, ça met 5 ans. Donc, si tu as des mecs qui sortent dans 2 ans, c'est bien. Tu vois, c'est ça qui me pose problème. C'est pour ça que j'ai cette vision court terme, parce que le club ne nous propose pas autre chose. Si je voyais une construction, je serais OK, mais on sait très bien qu'il y a. Et quand je dis David, il y en aura certainement d'autres qui partiront la saison prochaine, tu vois. Et donc, à chaque fois, c'est un renouveau. Bah, je préfère renouveler chaque année, mais en faisant des déplacements européens, que me retrouver en Ligue 1 et faire que de la Ligue 1. Voilà, comme ça, je suis allé au bout de mon Non, mais raisonnement. j'avais bien compris ta démarche. Oui, tout à fait. Alors finalement, on avait Olivier Létang qui était interrogé dans une émission sur France Bleu par un sympathique intervenant. Quand on lui demandait justement, on lui faisait remarquer que depuis le début de saison, on mettait en avant le jeu et finalement la satisfaction des supporters de voir du spectacle, mais qu'on parlait plus de son projet de se qualifier chaque année en Coupe d'Europe. Et il a fait une réponse un peu à la Julien en disant que lui, son objectif, c'était de gagner tous les matchs et forcément qu'à la fin, si on gagnait tous les matchs, on n'allait pas être loin finalement des qualifications en Europa League ou en Ligue des Champions. Alors, je vais préciser d'ailleurs statistiquement, on est à 5 points ou 4 points, pardon, que je ne dise pas de bêtises. 5 points de Rennes, 5 points du troisième. 5 points de Rennes du troisième de la Ligue des Champions, du moins de la place qualifiée, enfin, du barrage. Et on est à 4 points de la place de Marseille, donc qui serait qualifié, si on arrêtait le championnat à ce moment-ci, s'il y avait une nouvelle crise de Covid, qui serait qualifié en Europa League. Et on est donc à la fameuse compétition dont personne ne veut. Nous ne sommes qu'à 2 points de Lorient, qui est cinquième. Donc l'écart n'est pas encore définitif et finalement c'était peut-être ça l'ambition lilloise de ce début de saison, c'est de terminer, d'arriver à la trêve, pas trop décrocher des places européennes pour pouvoir permettre au jeu de prendre place. Gildas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette dichotomie finalement sur ton sentiment par rapport à ce début de saison lilloise? Le début de saison lillois, il a été longtemps, ça a longtemps été les montagnes russes au niveau des résultats. Et ce qui va être important, à mon avis, c'est qu'il n'y ait pas de blessés, tout simplement. S'il y a des blessés à certains postes clés au mauvais moment, ça va forcément faire mal. Après, pour ce qui est du débat jeu-résultat, évidemment qu'il faut des résultats, mais de toute façon, si on fait 19 matchs comme Lille-Angers sur la phase retour, ça ne suffira pas, on sera 10 ou 12e. Donc et puis c'est pas dans l'ADN de cette équipe-là, c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui est portée par l'avant, qui prend des risques, il faut accepter un certain déséquilibre, et ce qui fait qu'on a beaucoup de défaites finalement, enfin quand même trop de défaites à mon goût. Donc
ça va dépendre aussi du retour en forme de David, parce qu'on ne sait pas du tout, comment est-ce qu'il va nous faire une deuxième partie de saison comme l'année dernière, ou est-ce qu'on va avoir droit au David de début de saison. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce que les recrues vont enfin apporter, je pense notamment à Bayo, je ne vois pas pourquoi il n'a pas joué plus longtemps que par exemple contre Angers. On voyait bien que David n'avançait pas, donc pourquoi ne pas lui donner sa chance. Donc on joue un match par semaine, mais devant, il va falloir compter sur le fait que Lorient lâche un peu prise. Et puis après, il va falloir se battre, à mon avis, ça va se jouer entre Monaco, Marseille et nous. Et puis, moi, je répète, on est dans le vrai au niveau du jeu, puisque pour moi, on mérite au moins 6 ou 8 points de plus, si ce n'est pas davantage, quand on regarde la physionomie des matchs. Donc, moi, je pense que plus on fera de purge, moi, je ne pense pas qu'on ait le style pour faire le style de jeu pour calculer, en fait. Il faut bien jouer, puis on verra bien, quoi. Alors, Si on ne peut pas se permettre de jouer contre nature. On a un style, il faut l'assumer. Et puis même si l'année prochaine, il y a des joueurs clés qui partiront, ça reste quand même la meilleure façon de se qualifier pour la Coupe d'Europe, quoi. alors, Olivier, sur les réseaux sociaux, dit qu'il est agréablement surpris par le coach. Nous avons des lacunes derrière, certes, mais on finira dans le top 5 s'il continue comme ça. Au point de vue comptable, il manque au moins 2 victoires. Encore, n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. Lorenzo, comment toi tu analyses ce début de Ouais, saison? je vais dire un truc que personne va aimer parce que je reste l'unique fan de la Conference League, de la UEFA Conference League. Mais c'est juste parce que moi je dis, OK, Europa League, ça serait mieux. Champions League, 3e place, encore mieux. 2e, je ne sais pas. Mais la Conference League, je ne sais pas, mais je sais pas, une équipe comme le LOSC, si arrive en Conference League, c'est quand même pour arriver loin, voire très loin. Après, oui, c'est vrai, c'est des déplacements, on ne sait pas où, en Lituanie, ou je ne sais pas quoi. Donc, je suis d'accord. Mais au pire, si tu es dedans, il faut quand même essayer c'est pas seulement d'en profiter, mais vraiment même de gagner de l'argent avec ça, parce que à chaque match européen, c'est quand même quelque chose qui rentre au club. Donc, c'est vrai qu'en Ligue Europa, on peut penser d'arriver loin, mais je ne sais pas, ça peut être 8e de finale, comme c'était avec Galtier, ça peut être quart de finale. Bon, donc voilà, moi je reste l'unique supporter de la Conference League. J'ai vu qu'ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de fans. Je vais te rassurer, tu n'es pas l'unique supporter. Moi, ça me va tout à fait, hein. Quelle que soit l'Europe, moi, je la prends, hein. D'abord, c'est de l'expérience. D'abord, ça peut être effectivement des matchs qui peuvent être intéressants. Alors, certes, il y a peut-être des déplacements un peu plus exotiques, mais moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Marseille qui est arrivé en demi-finale ou au final de la Conference League. Et finalement, à la fin, on oublie le mot conférence, on ne retient que Ligue. Alors, j'ai beaucoup de retours dans le casque. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui… Non? Bon, si vous n'êtes pas gêné, c'est pas grave s'il n'y a que moi. Tu voulais terminer, Lorenzo? Oui, non, mais à part ça, par rapport à la Conference League, je suis d'accord aussi sur le fait que peut-être on a 5 ou 6 points moins que ce que peut-être on méritait. Moi, je reste sur le fait que, bon, Lorient, c'est un match qu'au final, tu peux perdre. Mais le match à la maison contre Nice, vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché, mais beaucoup. Parce que franchement, c'était un match où on avait même bien joué. Donc, c'était pas mérité de perdre comme ça. Et voilà, je dirais que même Nantes, on égalise un match que, bon, au niveau des propositions qu'on avait offensives, on pouvait le gagner. Donc, voilà, mais avec les probabilités, on ne gagne pas des titres. Donc, voilà, à un moment donné, on est là, on lutte pour l'Europe. Le fait qu'on a déjà éloigné un peu Lyon et Nice me semble quelque chose de très, très, très positif. Même s'il y a beaucoup de matchs encore à venir. Et voilà, j'espère vraiment dans une belle ambiance deuxième partie de la saison. Aussi parce que, je l'annonce vite fait, entre janvier et février, j'ai l'idée voilà, quand même de passer sur l'île pour regarder un match. Donc, j'aimerais voir une belle ambiance. Je n'ai pas décidé encore, mais je vais voir. Je vais organiser. On t'accueillera avec plaisir.
que ce soit à Lille ou pour le déplacement que les Dogs du Net organisent à Nice, donc ce qui n'est pas très loin de chez toi, peut-être. Donc en tout cas, tu seras le bienvenu quoi qu'il arrive. Je vous propose un deuxième tour de table sur ce sujet, sur une rubrique que vous connaissez, qu'on utilise généralement match par match, mais là qu'on va peut-être utiliser depuis le début de saison. J'ai toujours un son dans le casque, je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. Oui, oui, oui. Il y a certainement un micro qui doit déconner un peu. Donc, je vous propose de passer au top et flop de ce début de saison. Quels sont le joueur qui pour vous était le top de début de saison et quels sont les joueurs qui ont été les tops? Damien, est-ce que tu veux qu'on commence par toi? Ben, le top, on va être simple, on va rester sur Cabella, hein, celui qui est la surprise, enfin la surprise non, mais qui est la bonne recrue du début de saison. Vraiment, c'est un joueur qui est exceptionnel. Il a de l'ordre dans les pieds. On pourrait aussi parler on en a parlé tout à l'heure par rapport à son absence, à André Gomes, qui a un toucher de ballon, qui a une vision du jeu, qui est juste, voilà. Je crois que c'est sur Amazon qu'il y a un commentateur qui disait que quand on aime le foot, on est obligé d'aimer André Gomes. Voilà, il a tout pour lui. Ça, c'est des joueurs qui sont exceptionnels. On va revenir encore une fois sur Lucas Chevalier, qui a apporté toute la sérénité nécessaire à la défense. Et ça, c'était essentiel pour progresser dans l'équipe. Donc voilà. Et on aurait pu dire Jonathan David, mais ça fait quelques matchs où il est un peu en dedans, donc c'est dommage. Mais sinon, au début de saison, il était vraiment pas mal. Ça, c'était vraiment super intéressant, Jonathan David. Il a mis beaucoup de buts en début de saison et ce serait bien qu'il reprenne ce rythme-là après la trêve, en espérant qu'il ne se blesse pas avec les Canadiens. Sur les flops, c'est compliqué parce que, enfin, franchement, je trouve qu'on a un beau collectif et tout le monde a tendance à se soutenir et à s'élever un peu les uns grâce aux autres. Donc c'est pas mal. Même si on voulait en plaisanter, le petit épisode de Bayo, mais franchement, les entrées qu'il fait sont pas mauvaises non plus. Donc c'est pas non plus le flop. Thiago Diallo, il fait sa boulette un match sur deux, mais le reste du temps, il est très bon et dimanche, il a été très très bon. Donc on peut pas non plus. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont des hauts, des bas, mais des joueurs qui sont, on va dire, mauvais ou en dessous sur tous les matchs depuis le début de saison, j'en vois pas trop. Non, franchement, j'ai pas de vrai flop qui ressort comme ça, qui serait flagrant, en tout cas pas pour moi. Alors, ils ont des tops, ils ont des flops sur les réseaux sociaux. Alors, ça va peut-être vous donner une certaine inspiration pour vos prochaines interventions. Olivier qui voit en top Ounas, Chevalier, Cabella, André Gomes. Et en flop, David, Jonas Martin et Zedatka. Patrice, Ismaili, Cabella, David, parfois Ounas et Bamba, André Gomes comme top. Et en révélation, pour lui, c'est Angel et Baleba. Je dirais que c'est les temps qui répondent, cet Olivier-là, des commentaires, parce que déjà qu'il met Ounas en top, vu que c'est le dernier achat du 31 août. Non, je rigole. Non, du 1er septembre. Et Patrice qui cite également en top arrière droit, j'allais dire Georges Weah, Timothy Weah, donc pour ses prestations depuis 2 matchs. Christophe, ça te fait sourire? Est-ce que tu as des joueurs que tu voudrais mettre en avant finalement depuis ce début de saison? Celui que tu viens de citer, Weah, pour l'état d'esprit, franchement, je le trouve top. Il est prêt à jouer à n'importe quel poste et quand il le fait, effectivement, il est bon ou en tout cas, il fait le max. Donc, au niveau de l'état d'esprit, il est incroyable, ce garçon. C'est vraiment un bon gamin. Et puis, vous avez cité déjà pas mal de joueurs, mais je voudrais mettre en valeur quelqu'un. Je ne sais même pas qui c'est exactement, qui a eu cette idée dans le club, mais le gars qui est allé chercher Ismaili, pas mal, qui a réussi à faire venir Ounas, pas mal, et qui a réussi à faire signer André Gomes, même si c'est que pour 1 an, eh ben, c'est quand même pas mal. Eh ben, franchement, bravo. Alors, je ne sais pas qui a eu ce rôle dans le club, je ne sais pas qui a négocié tout ça, mais c'est lui, je voudrais mettre en avant ça.
Gildas, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à ta sélection de ce début de saison? Ouais, c'est vrai qu'au niveau des recrues, les trois que tu as cités, Christophe, c'est vraiment trois réussites assez même éclatantes. Mais c'est vrai que de l'autre côté, Zedatka, Jonas Martin, Bayo, pour l'instant, c'est pas une réussite, mais on va pouvoir leur laisser un peu de temps. Moi, je crois qu'il y a, bon, en top Cabella, je mettrais Cabella parce que c'est vraiment quand il n'est pas blessé, il est vraiment, c'est vraiment un joueur qui est au-dessus du lot. Et je crois que l'événement quand même, c'est le changement de gardien finalement. Un Chevalier, moi, j'ai beau dire, ça a vraiment changé notre saison. Moi, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant parce que Jardim, en début de saison, c'était complètement à la ramasse. Alors, Chevalier, il a encore peut-être quelques petits défauts. Je pense notamment à son jeu au pied, puis parfois un peu hésitant sur les sorties aériennes, mais il a quand même. Je crois que c'est vraiment un moment clé de la saison. Après, je ne le mettrai pas en flop, mais je mettrais plutôt. Allez, peut-être Diakité. Moi, je trouve que c'est un joueur un peu physique, mais je le trouve brouillon et pas très technique. C'est un joueur que. Allez, le mettre. Mais je rejoins ce qu'a dit notre ami les Doc Pompons, là, Damien. Ce serait vraiment dur de mettre un flop sur un joueur en particulier sur cette première partie de saison. Moi, je ne vois pas un joueur qui a été vraiment mauvais de manière régulière. Ou alors, faut me dire lequel, quoi. Bon, il y a Fonte qui commence à avoir un petit peu de mal sur la vitesse, mais bon, on va l'excuser parce qu'il apporte d'autres choses. Et puis Bamba, je trouve qu'il faudrait, c'est pas un flop non plus, mais je crois que comme avec Ikoné, je crois qu'on a fait le tour de ce joueur-là. Il faudrait passer à autre chose j'aimerais bien qu'on passe à autre chose sur son flanc, parce que bon, il a toujours les mêmes qualités, toujours les mêmes défauts, et Ikoné, c'était pareil. Et je trouve qu'il faudrait tourner la page Bamba et qu'il ne faudrait pas le renouveler. Mais après, c'est pas une tête de Turc, encore une fois. Mais il n'est pas dans les moins, mais je trouve que Bamba, il faudrait passer à autre chose. Ah, Voilà. tu vas relancer notre ami Julien, hein, sur le sujet Bamba. Oh, Alors, avant justement de le relancer, de lui donner la parole, quelques commentaires. On a Patrice qui est d'accord avec Christophe, hein, en top le recrutement. Il n'a pas de flop, peut-être Zedatka, même si on ne sait pas. Et on a Eleor, en fait, qui se définit comme une novice au niveau foot, même si on sait qu'elle a d'extrêmes qualités médicales dans la définition des blessures des joueurs, hein, qui parle de Diallo, qui a bien défendu, qui a sauvé Chevalier plusieurs fois pour elle. André Et Gomez en plus, bien sûr. J'ai oublié André Gomez, évidemment. Top. Julien, est-ce que tu veux réagir sur ces flops à long terme et ces tops à long terme? Ton micro? On va encore boire une bière. Pardon. On va encore boire une bière. En top, c'est récurrent chez moi, c'est cette aile gauche quand Ismaili, Bamba sont présents. C'est vraiment une force de cette équipe qui est incroyable. Et là, je m'empoignais un peu dans les commentaires avec Pierre-Ambroise, avec qui je ne suis pas du tout d'accord, qui dit qu'il n'a aucune intelligence de jeu, aucune intelligence collective. Bamba, c'est absolument faux. Enfin, quand tu as cette qualité de repli, cette qualité de passe avec un joueur complémentaire comme Ismaili, moi, je le trouve génial, Bamba. Et de toute façon, les stats disent quand même qu'aujourd'hui, il est impliqué sur 7 buts, hein, puisqu'il a marqué 4 fois, il a fait 3 passes décisives, donc c'est quand même pas rien. D'ailleurs, pour trancher ce débat, on peut faire venir Fernando D'Amico qui va arbitrer le débat sur Bamba. Hein. Il adore Bamba, je crois. Hein, il adore Bamba, oui, tout à fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Comme Crico, je pense que le recrutement, quand pour 3 millions d'euros, tu arrives à faire Ismaili, Cabella, André Gomez et Ounas, c'est un truc de fou, quoi. Parce que dans ces 4 joueurs, il n'y a qu'un joueur qui est payant, c'est Ounas pour 3 millions d'euros. Les 3 autres étaient gratuits. Alors, tu bénéficies de trucs de fou, hein. Ismaili, gratuit parce que c'est l'Ukraine et parce que il voulait suivre son ancien coach qu'il adore ou réciproquement. Cabella, c'est pareil. C'est la guerre qui fait qu'il se retrouve disponible et ça se passe moyennement à Montpellier et on le récupère. Donc, il y a aussi certainement un facteur chance dans tout ça, mais force est de constater que la mayonnaise a pris avec ces garçons et que c'est formidable.
J'intègre Lucas parce que Lucas, il est de retour de prêt et c'est un super beau retour de prêt dans mes tops. Et dans les flops, je suis quand même obligé de mettre Zedatka parce qu'il a 27 ans. Alors autant j'ai du mal à mettre Diakité parce qu'il a 21 ans. C'est sa vraie première expérience en Ligue 1. Il joue quand même régulièrement. C'est compliqué pour lui et pas toujours à son poste. Autant pour Hakim Zedatka qui a 27 balais, je trouve que c'est un peu plus dur. Jonas Martin, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon sur ses rentrées. Donc, je me sens obligé de le mettre en flop aussi. Et Momo Bayo pour l'extra sportif, parce que là où il aurait pu avoir une vraie et saine concurrence avec Jonathan David, malheureusement, sa beuverie de début de saison le disqualifie. Donc, évidemment qu'on n'a rien vu. Évidemment, c'est dur de mettre un flop, mais putain, mec, tu le savais, quoi. Tu t'es fait choper en état d'ivresse et tu as fait un délit de fuite à Clermont l'an dernier. Et tu es à peine arrivé à Lille que tu remets ça. Tu te laisses filmer alors que tu es défoncé à la sortie d'une boîte en pleine nuit. C'est juste pas possible, quoi. Et rien que pour ça, je me sens obligé de lui mettre un flop. Et après, dans les joueurs que j'aime moins, je trouve qu'Alexandro est absolument largué. Et on voit beaucoup trop, tu connais mon chiffre, qu'il y a 18 mois, il jouait en 3e division portugaise. Il manque vraiment d'intelligence tactique et c'est très, très court. Et il a 23 ans. Alan Virginius, il n'a que 19, donc pour l'instant, il est rentré de temps en temps. On verra ce que ça donne, mais c'est encore un gamin, donc il faut lui laisser le temps de s'installer. Et en top, le repositionnement d'Angel Gomez, je suis obligé de le dire parce que j'étais tellement dur et tellement critique avec lui l'an dernier, je pensais que ce serait même jamais un joueur de foot. Finalement, c'était juste une question, 1, de confiance et 2, de positionnement sur le terrain. Donc, je me suis complètement planté, j'ai été ridicule. Et en effet, il apporte beaucoup cette année, même si là, sur le dernier match, il était un peu perdu. Mais je pense qu'il était plus par manque de complémentarité, parce que comme il jouait plus sur ce côté droit, où il y avait Ounas et Wea, et où finalement ces 3 joueurs ne jouent jamais ensemble, n'ont pas trop de complémentarité, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été plus en difficulté contre Angers. Donc voilà un peu mes tops et mes flops, mais ce recrutement est complètement bluffant, quoi. Et pour aller plus loin, je pense que pour 3 millions, il n'y a aucun club français qui a réussi à faire 4 joueurs pareils, quoi. Ismaili, Cabella, André Gomez, Ounas. 3 millions d'euros. C'est incroyable. Incroyable. Lorenzo, je vais te poser la même question. Alors, j'ai toujours, moi, ce bruit dans le casque. Je me demande s'il n'y a pas un d'entre vous, et je pense que c'est peut-être toi, Damien, qui a un téléphone à proximité du micro qui fait des interférences. Donc, en tout cas, à la limite, pour chacun, consigne collective, coupez votre micro quand vous n'avez pas la parole. Ça permettra de filtrer un peu ce bruit qui est un peu nasillard, qui peut venir polluer l'écoute pour nos amis internautes. Lorenzo, est-ce que tu veux réagir sur ce sujet, tes tops et tes flops? Sur le flop, je ne vais pas m'éloigner beaucoup. Au final, on le connaît tous, j'imagine. Bayo, pour le prix qui a été payé, et donc pour rapport aussi en attaque, vu qu'on avait besoin d'un vrai numéro 9, et pour l'instant, on ne l'a pas encore. On verra. J'espère qu'il va se reprendre. Le foot, il donne toujours la possibilité de se refaire, donc on verra. Et Jonas Martin, sur Jonas Martin, l'unique chose que moi je me demande, c'est si c'est vraiment un joueur qui était dans les plans de Fonseca, parce que je ne le vois pas du tout le milieu style Fonseca. Il a toujours eu aussi même des problèmes de se retrouver dans des nouveaux clubs. Moi, j'avais vécu à Séville quand il était au Betis, par exemple. Il est arrivé, il a joué peut-être 5 matchs, pas plus, entre blessures et entre le fait que vraiment, il ne s'était pas du tout ambienté en Espagne. Donc, voilà, c'est les 2 flops, donc les 2 joueurs de laquelle je m'attendais plus. Zedatka aussi peut être un flop, mais vu qu'il a vécu juste une saison de Ligue 1, je ne sais pas si c'était vraiment un joueur qui à 26, 27 ans, il devait monter plus. Je ne sais pas, peut-être qu'il va montrer quelque chose dans la deuxième partie de saison. Pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment bien vu. Et dans les tops, je mets Cabella, mais absolument. Parce que je pense que moi, je le connaissais un peu, parce que quand même, je suivais la Ligue 1 et tout ça. Mais j'imagine que même beaucoup de Français, ils n'auraient pas imaginé de le voir revenir en France comme ça.
Il y a du monde qui disait oui, mais les parties en Russie, c'est bon, le foot c'est fini pour lui, etc. Et franchement, il a montré. Franchement, si la Coupe du Monde, ce n'était pas maintenant et c'était dans un an, et Cabella, il continuait comme ça, je vous dis que, je ne sais pas, mais même Deschamps, il aurait fait une pensée pour lui. Donc voilà, c'est sûrement mon flop, mon top, Cabella. Avec en général l'animation offensive, David, je l'ai aimé, même si on a toujours peur que la deuxième partie, ça ne serait pas comme la première. Ounas aussi, il a fait des choses intéressantes. Pas vraiment au niveau de Cabella, mais on est vraiment dans ce style de joueur qui change les choses. Et Weah aussi, voilà, Weah, il a joué comme arrière droit les 2 derniers matchs, mais lui aussi, avec sa vitesse, il peut nous donner des choses un peu différentes en attaque. Donc, je pense qu'au niveau de l'animation offensive, je mettrai tous les joueurs dans les tops et dans les flops, c'est Bayo et Martin parce que c'est les deux qu'on voit qu'ils ont plus de difficultés à se retrouver dans ce LOSC-là. Il est 22h01. Avant de nous quitter, dernier tour de table sur ce sujet. Donc, dans 6 semaines, on reprend le championnat. Donc, avec, on l'a dit tout à l'heure, une nouvelle préparation d'avant-saison. Finalement, on rebat les cartes, on repart à zéro avec une série de 4 adversaires abordables en théorie, entre guillemets, pour commencer cette deuxième partie de saison. Un mercato qui démarre au 1er janvier. Alors, focalisons-nous sur le mercato. Est-ce que vous pensez que des retouches sont nécessaires, voire indispensables pour finalement réussir à atteindre les ambitions affichées ou non du LOSC, c'est-à-dire terminer européen? Damien, je vais commencer par toi. Bah, le mercato d'hiver, c'est toujours compliqué, hein. On sait très bien que ça perturbe le fonctionnement de l'équipe. Là, ça va être encore plus différent parce que l'équipe va être perturbée quoi qu'il arrive avec cette trêve qui va durer 1 mois et demi. Donc, si il y a la trêve d'1 mois et demi plus un mercato, c'est clair que ça va être très compliqué. Après, malheureusement, on sait très bien que des joueurs comme David ont des envies d'ailleurs, sont fortement sollicités. Si malheureusement pour nous, il nous fait une bonne Coupe du Monde, je pense que ça va être compliqué de le garder s'il y a des gros chèques qui sont proposés. On peut espérer un réajustement. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté quand le président dit que tous les postes sont doublés. Il y a sur certains moments, j'ai quand même beaucoup de mal à voir les postes doublés. Ben, il y a qu'à voir, on parlait tout à l'heure de Tim Weah qui joue sur plusieurs postes. Il est toujours content de jouer dès qu'on lui propose de jouer, quel que soit le poste. Ou Thiago Diallo qui est tantôt dans l'axe, tantôt sur l'aile. Voilà, on voit quand même qu'il y a quand même quelques difficultés pour combler les postes en cas d'absence et de blessure. Donc, un réajustement peut-être, ou donner la chance aux jeunes. Moi, on n'en a pas parlé tout à l'heure des flops et des tops, mais dans les tops, on peut quand même mettre en avant la jeunesse du club. Je pense à Lenny qui fait toujours des belles entrées et qui devrait avoir plus de temps de jeu. Je pense qu'il peut vraiment progresser sur cette deuxième partie de saison. Alan Virginius aussi qui est pas mal. Donc voilà, il y a moyen peut-être si le recrutement c'était notre jeunesse. Voilà, c'est pourquoi pas, après tout. Alors, les postes sont tous doublés, mais c'est peut-être la qualité de la doublure qui est pas Bien, homogène à tous les postes, justement. peut-être. Christophe, est-ce que tu veux nous faire part, finalement, de ton avis sur le prochain mercato? Est-ce que tu penses que des retouches sont nécessaires pour finalement réussir à remplir nos ambitions? S'il n'y a pas de casse en Coupe du Monde, moi je préférais ne pas toucher à l'effectif. C'est un mercato que j'aime pas. J'aime déjà pas celui d'été, mais alors celui d'hiver, c'est souvent de toute façon source d'erreur. Tu as de grandes chances de te tromper de toute façon. Donc sans casse en Coupe du Monde pour nos internationaux, moi je resterai avec le même effectif, avec l'esprit qui règne actuellement, et je viendrai pas perturber tout ça. Surtout qu'on va avoir des matchs qui vont s'enchaîner avec souvent 2 ou 3 jours entre le match de reprise, celui qui va s'enchaîner. Après, on enchaîne avec, on commence d'ailleurs avec un match, je l'ai noté là, le 28 décembre, le 1er janvier. C'est une première, on n'a jamais fait ça.
Ça va être assez impressionnant. On va tous se retrouver au stade au mois de janvier, un premier de l'an, ça va être sympa. Et après, on enchaîne avec des gros matchs en déplacement. Et pareil, on joue le 11, on joue le 15, on rejoue le week-end du 28 janvier. Enfin, beaucoup de matchs. Je garderai vraiment l'esprit de l'équipe et voilà, sans casse en Coupe du Monde, je ne bouge pas. Alors, les dates ne sont pas tout à fait figées, hein. Le 28, c'est Clermont, donc le déplacement à Clermont. Le 1er janvier, c'est la réception de Reims, mais on pourrait très bien jouer le 2 janvier dans l'après-midi, c'est-à-dire un lundi après-midi, selon les dernières élucubrations de la Ligue nationale de football. Julien, ton avis sur ce futur mercato, est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on peut s'en passer? Ou est-ce que finalement c'est optionnel en fonction des départs qui vont être remplacés par des nouvelles arrivées? C'est obligatoire. C'est obligatoire s'il y a des bons coups sur certains postes. Je m'explique, on a beaucoup de profils, de bons profils qui sont en fin de contrat en juin 2023. Tu as Fonté, pour moi, s'il y a un bon coup à faire sur un défenseur central, il faut absolument le prendre parce que je ne pense pas que Fonté sera encore prolongé d'une année à la fin de la saison. Et imaginez que l'an prochain, ce soit Diallo, Alessandro ou Diallo, Lenny Yoro, ça me paraît un peu court. Donc, s'il y a un bon coup à faire, il faudra le prendre. Benjamin André, toujours pas renouvelé. André Gomes en prêt qui évidemment repartira parce qu'on n'aura pas les moyens de payer et le transfert et son salaire. S'il y a un bon coup à faire en milieu récupérateur, il faut absolument le prendre. Et si on parle des milieux offensifs, Cabella et Bamba étant aussi en fin de contrat, s'il y a des bons coups à faire sur des milieux offensifs, il faudra aussi en prendre un. Et dernier point, tu as Ismaili qui avait signé que pour une saison. Qu'est-ce qui va advenir de ce garçon qui a l'air d'avoir 50 ans, mais finalement qui n'en a que 32? Et moi, je le vois bien dans d'autres clubs et des clubs qui jouent l'Europe régulièrement parce que ce qu'il est en train de nous montrer, c'est juste extraordinaire. Il ne faut pas perdre de vue que ce garçon, en 2018, il avait quand même participé à 2 matchs du Brésil. Alors certes, des matchs amicaux, il n'était pas rentré, mais il avait été retenu parmi les 23 joueurs brésiliens. Donc, ce qui dit quand même beaucoup de son niveau. Donc voilà, tout ça, alors c'est inquiétant ou pas inquiétant, parce qu'il y en a qui peuvent re-signer, hein, parmi Benjamin André, Cabella, Ismaili et Bamba. Mais en tout cas, sur Fonté, André Gomes, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Donc je dirais un défenseur central et un milieu récupérateur s'il y a des bons coups à faire sur ce mercato. Alors, il y avait quelques réactions, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, Live qui nous dit, on parle de Lefebvre en hiver, et j'espère un défenseur central. Eléor, tous au stade, le premier avec la gueule de bois, donc le premier ou le 2 après-midi, hein, je le répète, hein. Patrice, un défenseur central éventuellement cet hiver, mais surtout garder tout le monde. Et Pierre Ambroise, indispensable ou non, je sens que ça ne va rien changer. Ça m'étonnerait qu'ils trouvent un autre attaquant et qu'ils veulent griller l'argent investi sur Bayo. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le premier renfort du mercato d'hiver, ce ne sera pas Bayo avec un Jonathan David qui pourra mettre un peu de temps à revenir de la Coupe du Monde, et il y aura forcément un espace qui sera peut-être disponible pour Bayo contre Clermont ou contre Reims. Ou qui sera vendu, hein. Damien, c'est important ce qu'il dit, il a raison, hein. Une grosse Coupe du Monde de David, c'est des propositions qu'on n'aura certainement plus derrière à 50, 60 millions. Et là, tu ne peux pas refuser le chèque, c'est impossible. Surtout que tu te dis, bah, on a pris Bayo pour 14 millions, on va donner sa chance à Bayo sur la deuxième partie de saison, tu vois. Et voilà, c'est ce qui pourrait nous arriver, une Kenneth Anderson, quoi. Gildas, est-ce que tu le sens bien, ce mercato d'hiver? Moi, j'aime pas beaucoup le mercato d'hiver. Je trouve que ça fausse un peu la donne. J'ai jamais été trop pour, mais bon, puisqu'il existe, en effet, je trouve il faut voir le coup d'après et plus ou moins anticiper la saison prochaine en voyant quels joueurs sont en fin de contrat et les besoins. Et clairement, pour moi, la défense, c'est clairement la priorité. Et puis les deux arrières latéraux qui sont pas ou mal doublés. Et donc, on voit bien que quand il y a une blessure, c'est plus du tout la même chose, hein, puisqu'on voit bien que c'est vrai que si Bamba
est un peu moins bon, c'est aussi parce que Ismaili n'est plus là. Donc, être à l'affût, mais moi, je suis un peu de l'avis de Christophe, je suis pas, vu notre style de jeu, je suis pas non plus pour non plus trop bousculer les effectifs, mais être à l'affût d'un bon coup, pourquoi pas. Et effectivement, malheureusement, André Gomes, faut se préparer à. C'est un peu, on est en reconstruction perpétuelle, hein, c'est le problème du LOSC, on doit toujours recruter malin, et on l'a fait en partie cette saison. Mais donc, pour moi, la priorité, c'est la défense, parce qu'effectivement, Alexandro, c'est pas ça. Fonte, est-ce qu'il va prolonger l'année prochaine? C'est rien n'est moins sûr. Il restera peut-être Diallo, mais à mon avis, il faut partir sur les fondations défensives et puis voir les joueurs qui sont susceptibles de partir pour anticiper. Mais en même temps, c'est jamais évident pour un club comme le nôtre. La priorité, c'est déjà de ne pas perdre des joueurs importants plutôt que. Déjà, la priorité, c'est de ne pas perdre des joueurs importants. Je crois qu'à chaque fois, notre problème, c'est plutôt de garder les joueurs qui sont vraiment bankable ou très bons en première partie de saison. Je crois que c'est vraiment la priorité. La priorité, c'est déjà de garder David. Il faut qu'il finisse la saison, quoi, hein. Ça, c'est sûr, hein. Même, donc, pour un club comme le nôtre, il faut, avant de penser au beaucoup, pensons déjà à garder ce qu'on a. Alors, sur les réseaux sociaux, Jean-Michel qui partage la vision et le raisonnement lucide de Julien, donc on le signale. Pour terminer sur deux tables, Lorenzo, comment tu le ressens, ce prochain mercato? Est-ce que tu souhaites un mercato actif, passif ou réactif? Déjà, ça sera un mercato, je pense, différent des autres mercatos de janvier parce que ça sera juste pour cette année. Et on a l'impression que beaucoup de joueurs, ils n'ont pas bougé parce qu'il y avait la Coupe du Monde, parce qu'ils ne voulaient pas changer pour 2-3 mois et avoir le risque de perdre l'équipe nationale ou que ce soit. Donc, sur ça, il faut voir. Moi, je dis à un niveau général. Au niveau du LOSC, je ne pense pas qu'il y aura des joueurs qui vont partir en janvier. Mais c'est vrai que si je devais dire un désir que j'ai, ce serait au minimum d'avoir 2 joueurs par poste, mais vraiment 2 joueurs par poste, de ne devoir pas jouer avec Diakité à gauche. À un moment donné, je voudrais même savoir c'est quoi la situation Gudmundsson, parce qu'ils ne nous ont jamais dit précisément qu'est-ce qu'il avait, il rentre, il ne rentre pas, etc. Tout ça. Et donc, oui, essayer d'aller chercher des joueurs qu'au minimum, ils peuvent nous aider à terminer le championnat, ils peuvent augmenter la rotation du club pour l'instant, pour ces 6 mois. Après, on sait bien que l'année prochaine, Fontel ne sera pas là parce que j'imagine pas qu'il sera là, que David, il va partir et tout ça. Mais bon, là aussi, c'est un autre discours et on devra le faire par rapport à ce que sera notre saison, si c'est en Europe, si c'est pas en Europe et tout ça. Donc, ça, c'est après. C'est vraiment juste avoir des changements en plus, avoir une rotation plus grande et pouvoir un peu changer l'équipe. Et si le Caballo n'arrive pas à une résolution, dans le sens qu'on n'arrive pas vraiment à avoir le Bayo de Clermont, essayez aussi à penser de prendre un numéro 9 en janvier, quelqu'un que peut-être dans son équipe ne joue pas, mais qui a pourquoi pas un statut de buteur, de goleador, ça faut voir. Mais voilà, c'est les choses qu'au minimum, j'espère. Je suis sûr et certain que ce sera un mercato différent parce qu'il y aura beaucoup de joueurs que dès que la Coupe du Monde termine, s'ils ne sont pas contents dans leur club, ils voudront partir, même si c'est janvier. À voir un peu les prix et c'est qui ça sera un peu la valeur de ce joueur-là en janvier. Mais voilà, c'est ça. Voilà, nous avons fait le tour de l'actualité du club. Il est 22h14. Je voulais vous remercier tous les auditeurs qui étaient présents ce soir et qui ont été réactifs sur les réseaux sociaux. Alors, je vais d'abord remercier Damien pour ta venue. Alors, je crois qu'il y a une actualité prochainement, en tout cas avant la reprise du 28 décembre pour les Doc Pompons, hein. Vous organisez un événement. Ouais, bah, tout à fait. Bah, on est toujours à la recherche d'activités
et de moyens d'avoir un peu de financement pour pouvoir faire des animations dans le stade, parce que j'ai bien entendu Christophe, en l'occurrence, dire que c'était bien d'avoir un stade animé et avec des supporters qui supportent réellement le club. Donc voilà, donc on organise notre premier loto pour les pompons. Donc voilà, on a réussi à récolter déjà pas mal de lots, dont entre autres un maillot dédicacé de pas mal de joueurs du LOSC. Donc voilà, ce sera des lots qui seront pour une bonne partie ciblés LOSC, évidemment. Après, il y aura aussi des lots autres, hein, mais voilà, donc on organise notre loto le 10 décembre, ça se passera à l'Homme. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a toutes les informations sur la page Facebook de la section, et on espère, voilà, dans une ambiance familiale, conviviale, comme on sait les faire quand on est au stade, quand on est en déplacement. C'est ce qui fait un peu notre marque de fabrique, le côté très familial, très convivial, et on veut faire de ce loto un moment dont on se souviendra et qu'on renouvellera, souhaitons-le. Mais en tout cas, la première, c'est le 10 décembre à l'Homme. Voilà, donc allez tous à l'Homme le 10 décembre. On partagera les informations sur les réseaux sociaux et notamment sur les informations d'après émission. J'espère que tu as passé une bonne émission, que ça t'a plu. C'était excellent, j'ai adoré. Mais Bon. j'adore toujours quand on est à l'antenne ensemble, ça se passe toujours très très bien, donc il n'y a pas de raison. C'est vrai, c'est vrai. Merci aussi aux autres piliers présents ce soir. Je voulais remercier Christophe, un habitué du bistrot. Merci Christophe. Merci à toi, merci à tous. Merci Julien, également habitué. Merci, bonne trêve à tous. Voilà, merci Gildas, qui redevient habitué après une courte absence. Oui, oui. Merci à toi, puis merci à tous et à tous les auditeurs. Et puis on se revoit en janvier. Et merci à Lorenzo qui nous fait toujours le plaisir de nous rejoindre le plus souvent au bistrot d'Alleux-les-Losc. Merci François, merci à tous. Aujourd'hui, j'ai commencé un peu bizarrement, mais après, j'ai pu reprendre ma postation. Donc, voilà, merci à tous. C'est pas gênant. Merci donc à tous ceux qui nous suivent régulièrement, qui suivent nos publications. N'hésitez pas à les liker, à les partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il n'y a plus de bistrot jusque début janvier, entre guillemets. On fera peut-être une émission juste avant la reprise ou juste après, on ne s'est pas encore programmé. En tout cas, on se retrouvera donc au plus tard au mois de janvier pour la suite de cette saison 3 du bistrot d'Alleux-les-Losc. En attendant, toute l'équipe vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et tous ensemble, on pourra dire pour la dernière fois en 2022, 1, 2, 3, allez, allez, LOSC. Forza Nostra. à bientôt, ciao!